Bonsoir Anthony. Bonsoir. On est très heureux de voir la salle de conférence pleine ce soir pour votre conférence. Donc vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation et merci d'être là. Bienvenue au Cap Horn. Donc la conférence ce soir, c'est le loup et le lynx dans le Grand Est. Et voilà. Et vous êtes ce soir privilégiés puisqu'il y a plus de 50 personnes sur la liste d'attente. Mais bonne nouvelle, la conférence sera filmée et on mettra le lien de la conférence sur notre page YouTube. Voilà, vous pourrez la revoir et puis la partager si vous le souhaitez. Donc ce soir, la conférence, elle s'inscrit dans un programme d'animation qu'on a développé sur tout le trimestre sur les grands prédateurs. Peut-être que vous avez eu la chance de voir l'exposition qui est au rez-de-chaussée sur le loup, le lynx et le chat forestier qui a été créé par le Croc. Et donc, dans la continuité de cette thématique, ce soir, on a la chance d'accueillir Anthony Koller. Donc, Anthony, vous êtes directeur zoologique du parc de Sainte-Croix et administrateur de l'association Ferus, qui signifie sauvage en latin. Et donc l'association, c'est une association nationale qui œuvre pour les grands prédateurs, notamment le lynx, le loup et l'ours. Et l'ours. Voilà. Donc si vous êtes aussi nombreux ce soir, c'est peut-être que vous êtes intéressés par la thématique des grands prédateurs et plus largement du sauvage. Donc ce soir, c'est aussi l'opportunité de se questionner à notre rapport au sauvage. Et bon, sans plus attendre, pardon, je vais vous laisser la parole. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle conférence. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, puisqu'effectivement, c'est toujours un plaisir de pouvoir venir parler de ces animaux. Surtout que ça me fait plaisir de pouvoir mettre aussi en avant l'association Ferus, puisque cette année, c'est une année un peu particulière, puisqu'il y a 30 ans, se passait quelque chose en fait dans les Pyrénées. Il y a 30 ans, les 2 premières ours qui participaient au programme de réintroduction étaient ramenés en fait sur le territoire français par une association qui s'appelait Artus à l'époque. Et Artus, en 2003, a fusionné avec le groupe Loup France pour devenir Ferus. Et donc, je fais la chance de faire partie de ces héritiers finalement de ce travail de mes prédécesseurs qui ont permis aux sauvages de perdurer, notamment avec l'ours. Même si ce soir, ce ne sera pas le sujet de notre échange. On va se concentrer sur les 2 autres grands carnivores qui sont présents sur notre territoire, à savoir le loup et le lynx. On aura un focus dans le Grand Est, mais l'idée, ça va vraiment être de vous parler un petit peu de leur biologie, leur écologie, comment on vit avec eux sur notre territoire, quels sont éventuellement les points d'accroche qu'on peut avoir avec ces espèces, et comment eh bien, on peut essayer d'envisager l'avenir, puisque c'est un peu ça l'idée aussi, c'est comment on peut se projeter pour la suite. Durant la présentation, on aura, forcément, vous allez voir, on va repartir de certaines bases, donc il y a des choses que vous connaîtrez peut-être déjà, des éléments qui seront nouveaux pour une partie d'entre vous, mais l'idée c'est qu'on ait un même en fait, référentiel, un même discours commun en fait, à partir des éléments sur la biologie et l'écologie de ces espèces. Le premier élément à avoir en tête quand on parle d'espèces protégées en France, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle des plans nationaux d'action. C'est des plans en fait, qui vont déterminer pour une durée d'une dizaine d'années en général, quelles vont être les grandes orientations politiques sur notre territoire pour vivre avec ces espèces. Et donc les 2 espèces bénéficient d'un plan, que ce soit le lynx. Alors on voit une petite différence quand même entre le plan national d'action en faveur du lynx boréal pour le PNA lynx et un PNA qui est vraiment loup et activité d'élevage. On voit bien que déjà en fait la priorité ne va pas forcément être l'espèce, mais la cohabitation avec cette espèce, puisque c'est un véritable enjeu. Alors quand on parle de ces animaux, on a cette notion un peu de carnivore, de prédateur qui va apparaître dans notre esprit. Donc quand on parle de prédateur, ça implique déjà une prédation, un acte simple. C'est des animaux qui, pour se nourrir, doivent tuer d'autres animaux pour pouvoir s'alimenter. De temps en temps, vous entendez parler de déprédation. On a rajouté un D devant, c'est simplement parce que quand ils vont venir attaquer des animaux domestiques. Quand ils font de la prédation sur animaux domestiques, on dit que c'est une déprédation. Et ces animaux peuvent avoir effectivement des stratégies de prédation. Alors il y a une époque où on disait qu'ils avaient tous des vraies stratégies, ils arrivaient vraiment à faire des choses impressionnantes ensemble. Puis il y a eu un courant de pensée qui a dit non, c'est juste des animaux et finalement ils n'ont pas de coopération réellement poussée.
Et puis maintenant, on sait qu'il y a des espèces comme les orques, par exemple, qui ont des vraies stratégies, avec des vrais savoirs qui sont transmis de génération en génération. Hein. Quand vous avez chez cette espèce des femelles qui, à la moitié de leur vie, en fait, n'arrivent plus à se reproduire, on se dit finalement à quoi ça sert en termes de stratégie de conservation? Parce qu'effectivement, elles vont pouvoir passer un savoir en fait, aux jeunes générations pour transmettre une forme de culture, puisqu'on va même jusqu'à parler de culture. Alors sans aller jusque-là sur le lynx et sur le loup, on voit très clairement que c'est des espèces qui arrivent à avoir une coopération, en fait, notamment pour le loup au niveau de la chasse, qui est assez bien, qui est un mélange à la fois d'expérience et d'expérience liée en fait, à leur habitat, à leur terrain, et en même temps l'expérience de chasser ensemble, qui fait que malgré tout, certains vont aller jusqu'à parler de stratégie. Quand on parle de prédateurs, il y a forcément des proies, puisque forcément il y a des animaux qui vont manger d'autres, donc il y en a qui se font manger. Et on a souvent parlé d'un déséquilibre entre les prédateurs qui seraient trop nombreux par rapport aux proies. La nature est plutôt bien faite. Hein, on parle souvent de l'équilibre dans la nature. En fait, la nature, c'est une succession de déséquilibres qui entraînent au global un équilibre. C'est la ressource alimentaire qui, en général, détermine la taille des populations. Hein. Plus vous allez avoir de ressources alimentaires au sol, plus vous allez avoir d'herbivores. Et plus vous avez d'herbivores, plus vous allez avoir de carnivores. À un moment donné, la ressource alimentaire au sol va être un petit peu en déséquilibre, et donc derrière, les herbivores vont commencer à diminuer, les carnivores vont diminuer, toujours avec un léger décalage, puisque forcément, hein, c'est une chaîne qui se suit. Mais au global, en fait, on a, quand on imagine par exemple que le loup va pouvoir réguler la problématique des sangliers sur le territoire français, non, les prédateurs, en fait, ils vont exercer une autre forme de pression sur les populations à proie, mais ce n'est pas eux qui vont limiter le nombre. Très clairement, puisque ce qui va limiter le nombre, c'est la ressource alimentaire qui est disponible. Et puis en général, on dit que ce sont des bioindicateurs. Là, je prends l'exemple par exemple des rapaces, des grands rapaces. Comme c'est des animaux qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire, en fonction de ce qu'ils vont consommer, eh bien, ils vont accumuler finalement toute une série d'indicateurs du vivant, comme je pense le fameux DDT par exemple, qui était un produit qui a été utilisé et qui a fragilisé notamment les œufs sur toute une série de rapaces et qui a mené quasi à la disparition de toute une série de rapaces. Eh bien, ça, on le découvre en fait grâce notamment à ces prédateurs. Alors, il y a dans les prédateurs plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle des mésocarnivores. C'est des animaux qui vont être prédateurs, mais qui vont aussi être des proies, comme effectivement le sanglier, le blaireau, le renard, la martre, la fouine, enfin tous les mustélidés qu'on peut imaginer. Et ces animaux, ils sont charognards, ils vont donc occasionner aussi des dommages sur les troupeaux domestiques, ils vont aussi faire des déprédations. Et dans le cadre du suivi du loup et du lynx, parfois ce qui est un peu compliqué, notamment pour le lynx, quand un lynx va tuer en fait une proie, il va pouvoir venir consommer dessus pendant plusieurs jours. Mais quand vous avez des mésocarnivores qui vont venir, alors quand c'est un blaireau, un renard, ils vont prendre leur part, c'est à peu près acceptable. Comme c'est une compagnie de sangliers, en fait, forcément, ça va être beaucoup plus compliqué pour le lynx pour revenir derrière, puisqu'une grosse partie aurait été consommée. Et après, il y a des techniques qui permettent, en fonction des taux de consommation sur une carcasse, d'essayer de savoir combien il y a de loups potentiellement qui sont venus manger sur cette carcasse. Mais si vous avez des mésocarnivores qui sont venus, ça va augmenter de façon artificielle la consommation de cette carcasse, et donc derrière, ça va compliquer la lecture de la carcasse. Et puis il y a les grands carnivores. Eux, globalement, ils n'ont pas de prédateurs. Ils sont vraiment au top, hormis le super prédateur que nous sommes. Mais hormis ça, les grands carnivores, ils sont vraiment au-dessus d'en haut. Ils ont un rôle de régulateur, souvent des petits carnivores et des ongulés sauvages. Et on a souvent pris en exemple, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'équilibre naturel avec Yellowstone. Vous savez, on a, grâce au loup, redécouvert cette notion de cascade trophique. Comment une espèce qui est tout en haut de la chaîne alimentaire peut avoir un impact en fait, qui va avoir des répercussions en cascade, en chaîne, en fait, sur l'ensemble de l'écosystème. Et donc c'est vrai qu'on a expliqué qu'avec le retour du loup, il y a eu beaucoup plus de nourriture disponible pour les ours, qu'il a diminué le nombre de cerfs. Qu'en diminuant le nombre de cerfs, ça a permis à la végétation de repousser, qui a permis au retour du castor, et derrière toute une série d'espèces qui reviennent grâce au castor. Et qu'en même temps, il a régulé les mésocarnivores, et donc toute une série de proies sont revenues. Il y a des vidéos très connues sur YouTube sur comment les loups ont changé les rivières, des choses comme ça. Alors, c'est vrai que ce cas, il est intéressant parce qu'on nous explique vraiment ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que les loups ont été réintroduits en 95 et 96 en fait, à Yellowstone. La baisse de la population de wapiti l'aurait attribué, ainsi que les changements comportementaux, ce qui a permis ce que je vous ai dit avec tous ces éléments-là. Alors, ça, c'est dans un monde idéal. Ce qui est parfois dangereux quand on fait de la sensibilisation, quand on fait de la vulgarisation, c'est qu'on a tendance à simplifier à outrance en fait, les informations, et on peut parfois en fait, aller sur des raccourcis. Parce qu'effectivement, même si ça semble très beau, en réalité c'est un peu plus complexe que ça. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé par exemple à Yellowstone ?
Qu'est-ce qui explique la baisse de la population des wapitis et les changements de comportement? Il y a plein de choses en fait. Les populations de pumas, elles ont augmenté, qui aussi prédatent des wapitis. L'augmentation des quotas de chasse en périphérie de Yellowstone, qui a aussi des impacts sur les populations. La sécheresse, bien sûr la réintroduction du loup, et l'augmentation des populations de grizzly. Et un autre élément là-bas, c'est que on a introduit en fait une truite qui en fait a concurrencé la truite fardée. Et la truite fardée, elle est plutôt en fait sur la partie supérieure du cours d'eau, qui était plus facile à pêcher en fait par les grizzlies. Et en fait, on a introduit une truite qui est plutôt en eau semi-profonde ou profonde, et donc qui est plus difficile à accéder pour les animaux. Et donc les grizzlies ont reporté une partie de leur prédation finalement sur aussi les wapitis. Donc quand vous prenez tout ça, c'est oui, le loup a eu un impact, mais pas seulement. Donc parfois, il faut dézoomer. Et pareil, quand on parle du castor, le castor, il est revenu aussi principalement parce qu'on l'avait introduit. Parce que forcément, si on n'en remet pas, ça va être compliqué pour lui de revenir. Et bien sûr que la population de castors, elle a eu aussi un impact sur la reconstitution des forêts rivulaires, au même titre que la baisse de la population des wapitis. Mais c'est toujours un peu plus compliqué que ce qu'on a tendance à le résumer. Et alors ces grands carnivores, on en a 6 espèces en Europe, une qui est assez récente. Donc on a l'ours brun bien sûr, le loup gris, le chacal doré, qui est effectivement cet animal que vous connaissez peut-être pas, mais qui est un animal qui a toujours vécu en Europe, principalement dans les Balkans, et qui, à partir des années 70 et des mesures de protection sur le continent, a bénéficié d'absence du loup et a colonisé une grande partie de l'Europe. Et il est de retour en France officiellement depuis 2017-2018, même si on a des photos qui datent déjà de 2015 sur piège photo en fait, sur nos territoires. Donc voilà, c'est un animal qui progresse très bien sur le territoire européen. On a des populations aujourd'hui aux alentours de 150 000 chacals dorés en Europe, donc voilà, c'est une espèce qui se porte très très bien. Le lynx boréal, le glouton qui lui est présent en Scandinavie, on l'imagine souvent en Amérique du Nord, etc., très loin, mais il y en a en Europe, il y en a à peu près 1300 qui sont répartis sur 2 populations qui ne sont pas très en forme, mais voilà, ils sont présents. Et puis le lynx ibérique, qui est effectivement ce petit lynx qui a fait l'objet de beaucoup de programmes LIFE, notamment les programmes européens, avec des fonds importants pour pouvoir mettre en place des stations d'élevage et le remettre dans le milieu naturel. Et on est passé de l'animal qui était le mammifère le plus menacé sur notre continent à une espèce qui est passée de extrêmement en danger à en danger. Donc ça montre qu'on peut renverser la tendance, cette fameuse opération qu'annonce en fait l'Union internationale de la conservation de la nature qui s'appelle Reverse the Red. Donc c'est comment on peut essayer d'inverser la tendance à travers toute une série d'actions pour favoriser le retour de la nature. Alors, l'homme et les prédateurs, c'est une longue histoire qui remonte à il y a très longtemps. On va prendre l'exemple du loup, puisque c'est un animal qui nous accompagne quand même depuis à minima 36 000 ans, on le sait en tout cas avec le début finalement le début de la domestication, une domestication qui serait apparue aux alentours de 18 000, il y a à peu près 18 000 ans. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que la domestication du loup, d'ailleurs, elle a eu lieu en même temps que ce soit en Asie et en Amérique du Nord. 2 populations en fait, humanoïdes complètement différentes, avec des habitudes différentes, vont en fait se rapprocher de ce petit prédateur à l'époque, puisqu'il faut imaginer qu'à l'époque c'était un animal beaucoup plus... qui est un peu comme nous, ils le regardaient sûrement comme nous on regarde des renards, parce que quand vous avez des hyènes, des tigres à dents de sabre, des lions des cavernes qui gravitent autour de vos campements, le loup n'est pas si impressionnant que ça. Et donc cet animal, il va nous avoir beaucoup inspiré sur les populations nomades, puisque on a beaucoup appris en observant la nature, des techniques de chasse qui s'inspiraient des loups pour approcher les bisons des Amérindiens, etc. Mais petit à petit, cet animal qui était un modèle dans beaucoup de populations va devenir un gêneur, parce qu'il y a quelque chose qu'il ne va pas comprendre, c'est qu'avec la domestication, l'homme ne va plus faire partie de la nature, mais va s'en extraire et s'approprier cette nature autour de lui. Et il y a des notions de propriété que lui ne va pas connaître. C'est tout simplement le fait qu'on ait des animaux domestiques qui nous appartiennent autour de nous. Pour lui, une proie est une proie, et donc c'est quelque chose qu'il ne comprend pas et qui va expliquer le début, on va dire, du conflit entre l'homme et le loup, mais qui est un conflit qui a même, je dirais, embarqué des hommes contre des hommes, puisque quand les Européens sont arrivés, notamment aussi en Australie, et qu'on a découvert les populations aborigènes, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a forcément mis des clôtures, on a mis des moutons dedans, et les aborigènes venaient chasser les moutons. Et la première réponse qu'on avait, c'est qu'on tuait les aborigènes pour leur faire comprendre qu'il ne fallait pas qu'ils chassent nos moutons. Et donc, c'est cette notion, et c'est un ouvrage que je vous recommande, qui s'appelle Les diplomates de Baptiste Morisot, qui vraiment va explorer tout ce rapport
assez complexe en fait entre cette notion de propriété et cette notion du sauvage. On a une responsabilité en tant qu'espèce, soi-disant plus intelligente que les autres, de pouvoir justement faire ce pas pour essayer d'avoir un langage qui puisse être commun, ou en tout cas donner des éléments communs. Bien entendu, le loup, c'était bien connu que c'était un mangeur d'hommes. Alors c'est vrai que on a eu dans l'histoire, alors c'est compliqué de savoir exactement à quel point les loups ont pu manger des hommes. On sait qu'ils ont mangé des hommes, on sait que la rage a joué un rôle important, parce qu'un loup enragé, ça pouvait être catastrophique. Dans ma jeunesse, j'ai fait des études en histoire et j'ai eu la chance de faire pas mal de recherches dans les archives de la Sarthe, dans l'Ouest. Et je me rappelle d'une archive qui m'avait choqué parce que c'était un petit village, un petit hameau, il y avait une procession, il y avait une quinzaine de personnes, il y a un loup enragé qui est passé, il a mordu 15 personnes, les 15 sont morts. Enfin, bref, il y avait des choses quand même qui, à cause de cette maladie, qui étaient quand même assez impressionnantes. Et d'ailleurs, dans les registres paroissiaux, il y avait vraiment une différence. Ils ne parlaient pas de loup d'ailleurs, ils disaient tué par la bête, tué par... en tout cas, c'était beaucoup la bête parce que le comportement qu'un loup enragé avait n'était pas un comportement normal et ça, les populations en avaient bien conscience. Après, le loup, il faisait extrêmement peur parce qu'on lui prêtait énormément de pouvoir. On pensait que d'un simple regard, il était capable de nous paralyser. Bien sûr, il avait cette portion empoisonnée. Et donc, on l'imaginait un peu comme un super loup, mais pas aussi sympa que celui de cette image, bien sûr. Et c'est vrai que pendant longtemps, on est sorti avec ces histoires un peu de grands méchants loups qui nous ont accompagnés et qui nous ont un peu éloignés de la réalité de l'animal au fur et à mesure, parce que le grand méchant loup a été très utile parce que finalement c'est l'ignorance qui permet la bonne gouvernance des peuples, c'est pas de moi, c'était Louis XIV ça. Mais globalement, en fait, à travers les histoires de grands méchants loups, on a utilisé un substitut pour expliquer en fait les mauvais côtés de l'espèce humaine. Et donc, bien entendu, dans énormément d'histoires de grands méchants loups, c'est plutôt un grand méchant loup à deux pattes qui n'a rien à voir avec l'espèce lupine, bien sûr. Et donc très clairement, on a diabolisé cet animal. Je ne vous parle pas de tout le rôle aussi, bien entendu, de la religion dans cette histoire. Mais globalement, on est passé d'un animal vraiment modèle à un animal qui est devenu l'ennemi public numéro 1. Et donc, bien entendu, on va passer d'une chasse préventive qui a commencé à peu près à l'Antiquité, avec les premières primes dès l'Antiquité, la Grèce antique, où il y avait effectivement déjà des primes, même j'ai souvenir de primes à l'époque de Clovis, où il y avait un édit royal qui interdisait l'utilisation d'arbalètes à déclenchement automatique s'il n'y avait pas un signal pour savoir qu'elles étaient présentes. Parce qu'on savait déjà qu'à l'époque, il y avait bien entendu des accidents. Et très clairement, on a eu la création des Lupari des Charlemagne. Alors les Lupari, c'était un groupe de soldats armés c'était de la noblesse, qui, si on ne leur donnait pas quelque chose à faire, ils se tapaient dessus. Donc c'était hyper compliqué quand même à l'époque d'arriver à calmer un peu les ardeurs de la noblesse. Et donc il fallait leur donner quelque chose à faire. Et donc Charlemagne a été assez malin puisqu'ils ont créé ce qu'on a appelé les Lupari, qui était leur objectif, c'était de tuer tous les loups, tous les ours et tous les aurochs de l'empire de Charlemagne. Alors les aurochs, c'était ces ancêtres des bovins actuels qui faisaient, à l'époque de Charlemagne, on estime qu'ils étaient à peu près entre 1,80 m et 2 m au garrot. Donc voilà, des beaux animaux qui chassaient, selon la légende, au pieu de 3 mètres. Mais bon, voilà, on raconte plein de choses dans les légendes. Je vous épargne que c'était un statut hyper rentable parce que quand ils arrivaient avec leur équipage dans un village, on devait les nourrir, les loger, les payer pour chaque pot de loup qu'ils présentaient. Donc voilà, c'était des statuts qui étaient assez intéressants à l'époque. Ils vont disparaître, réapparaître, redisparaître. Bref, ça va devenir, sous François Ier, ce qu'on appelle les lieutenants de louveterie. Et puis ils vont disparaître. Ces loups, finalement, on va utiliser plein de pièges différents pour arriver à s'en débarrasser. Et c'est vrai que on a fait preuve beaucoup d'imagination pour arriver à créer des pièges qui étaient, pour une partie d'entre eux, assez cruels quand même. Mais on pensait que la douleur permettait d'expier les péchés. Et donc, comme c'était un animal pécheur, bien entendu, la douleur permettait aussi de le réconcilier avec Dieu et donc de pouvoir le renvoyer du bon côté. Bref, ils ont imaginé toute une série de pièges. Celui-ci, le piège à la roue, là, c'est la version ultime. Il y avait une version en fait avant où ils mettent de la nourriture au sol pour habituer le loup à venir manger, puis après ils mettent la nourriture en hauteur et il devait rester caché avec une arbalète pour essayer de tirer dessus, avant l'invention des armes à feu. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà tiré avec une arbalète, c'est pas si simple que ça. Et globalement les loups de toute façon en plus ils ont un odorat qui est quand même
plutôt bien développé. Et donc, c'était pas si simple que ça. Donc, ils avaient inventé ce système-là, mais qui n'était pas hyper pratique parce que forcément, l'animal se blesse, peut aller mourir plus loin. Enfin, c'était moins facile de le revendre en pièces détachées aussi, puisque un loup qui mourait rapportait pas mal d'argent. Et donc, ils avaient tout intérêt à trouver des systèmes qui permettent au loup de pas trop s'abîmer pour pouvoir le vendre derrière. Et ce qui va vraiment permettre de mettre à mort, enfin faire disparaître les loups de nos territoires, ça a été l'apparition des armes à feu dans les campagnes, et puis après l'utilisation du poison. À partir du moment où on va utiliser du poison, tu mets quelques gouttes, tu arrives à tuer des meutes entières, sans parler de tous les dommages collatéraux, hein, sur toute la faune bien entendu. Mais globalement, c'est ce qui va faire disparaître les loups de nos territoires. Alors, il y a plein de loups qui se battent pour être le dernier loup de France. J'en connais un en 1942 au Haut-de-Vienne, il y en a pléthore. Ce qui est sûr, c'est que on ne sait pas exactement quel est le dernier vrai loup sauvage de France, puisqu'il y avait des loups qui étaient détenus par des particuliers, qui étaient relâchés, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir des années 30, on n'a plus de population viable en France. Et alors, ce qui va se passer, c'est que cette espèce, comme toute une série d'autres espèces, va être protégée dans les années, fin des années 70, début des années 80. Donc d'abord par la Convention de Berne, vous avez sûrement entendu parler ces derniers mois, puisque le loup a fait beaucoup l'actualité de ces sujets. Ils ont commencé à recoloniser le continent. Et en 1992, la directive Habitat Faune-Flore va apparaître, et c'est le véritable organe législatif en fait en Europe qui permet de protéger en fait les animaux. Le loup et le lynx étaient dessus des espèces strictement protégées, et vous avez sûrement suivi que le loup est passé de strictement protégé à protégé. On verra ce que ça implique tout à l'heure. Alors parlons un peu du loup. Alors le loup, globalement, il est présent dans 26 pays sur le continent européen, dont 20 qui font partie de l'Union européenne. On a 10 populations qui sont réparties sur l'ensemble du continent. On parle beaucoup aussi ces derniers temps de ce qu'on appelle le CSF, c'est le statut de conservation favorable. C'est-à-dire que les États membres ont l'obligation, pour l'ensemble des pays, c'est d'avoir en fait un statut de conservation favorable pour les espèces protégées sur leur territoire, et ils doivent mettre en place des politiques pour atteindre ça. En France, dans 8 pays, il est bon, en Europe, dans 8 pays, il est bon, et dans 9, il est mauvais ou insuffisant. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est des pays qui doivent mettre en place des politiques pour favoriser ce statut de conservation favorable. Le conflit homme-loup dans toute l'Europe, et dans le monde entier d'ailleurs, il est basé sur deux choses, la déprédation du cheptel domestique et la compétition avec les chasseurs. Et la gestion par le fusil, elle n'a pas ou peu d'effet, voire elle peut s'avérer contre-productive dans la réduction des déprédations, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais c'est un résumé global qui est fait. Alors au niveau des cartes, celle-ci, elle a été éditée par le Large Carnivore Initiative for Europe, qui est un organe au niveau européen qui est composé de différents experts de tous les pays, avec notamment les organismes qui font le suivi des espèces. Et donc, en fait, en France, c'est l'Office français de la biodiversité qui est présent au Large Carnivore Initiative for Europe. Et on a donc globalement, on a les 10 populations. On voit bien que sur la France, ça progresse, mais ça va continuer de progresser depuis effectivement 2022-2023. Alors, qu'est-ce qui a permis le retour du loup en fait en Europe? Globalement, la déprise agricole, avec l'expansion de population de proies, le chevreuil, le sanglier, qui clairement arrive dans le top 3 de ces prédations. La superficie de boisement qui est en augmentation, la réintroduction d'ongulés sauvages qui a été réalisée dans les années après la Seconde Guerre mondiale, globalement, qui a permis l'arrivée de toute une série d'ongulés sauvages, la capacité de dispersion exceptionnelle de cette espèce. C'est vrai que oui, ça fait beaucoup, ça surprend pas mal les gens, mais les loups qui sont arrivés dans les Pyrénées, ce ne sont pas des loups espagnols, c'est des loups en fait qui viennent à la base de la population alpo-italienne et qui avaient été génotypés donc grâce à leurs crottes dans les Alpes et qui effectivement sont apparus après dans les Pyrénées. Et on a même des loups qui ont traversé les Pyrénées, qui sont arrivés côté espagnol, qui viennent de cette population. Alors après aujourd'hui, maintenant c'est une population qu'on dit italo-alpine parce que forcément elle a pas mal progressé, notamment sur toute la France. Et puis il a cette capacité à traverser les zones habitées, les grandes infrastructures de transport. Souvenir d'une image d'un loup qui arrive face au tunnel de Fréjus côté italien. Donc en fait vous avez une sorte de grande autoroute avec une 4 voies et un tunnel clôturé de chaque côté. Vous avez un loup qui arrive, qui essaie de monter sur la gauche, il n'y arrive pas, il redescend, il traverse, il essaie sur la droite, il n'y arrive pas, puis au bout d'un moment il s'engouffre dans le tunnel. Bon, il ressort au bout de 2 minutes parce qu'il y a un camion qui est arrivé, il a failli se faire écraser, mais on voit juste à quel point cette espèce peut être culottée
et peut effectivement utiliser nos infrastructures de transport pour se déplacer. D'ailleurs, on le dit bien, hein, quand vous faites du pistage en milieu naturel, il n'y a pas besoin d'aller au milieu des bois, vous perdre, vous restez sur les pistes, et c'est là qu'ils sont passés, hein, ils ne sont pas fous. Et alors, ce qui va se passer, c'est que dans les années 70, la population italienne eh bien, est encore présente, elle va commencer à grandir. Fin des années 80, début des années 90, on a les Italiens qui préviennent côté français en disant attention, le loup va arriver. Ouais, c'est ça, non, il ne va pas passer. En plus, en France, on a des frontières qui sont incroyables. Elles ont même arrêté le nuage de Tchernobyl. Donc voilà, on sait bien que de ce côté-là, on est balèze. Et bien entendu, 1992, on a en novembre 92 2 loups qui sont observés dans le parc national de Mercantour. Et donc, ça va être le retour officiel de l'espèce. Même si après coup, on sait qu'en fait, on a des loups 89 qui sont abattus en fait, dans les Alpes. On disait que c'était les derniers loups français, c'était sûrement les premiers Italiens qui revenaient, qui se sont fait abattre. Mais voilà, il faut une date, donc c'est 92. Et en 92, ce qui est embêtant, c'est que le loup n'est pas encore protégé dans le droit français. Et donc l'information va être gardée secrète pendant quasi une année, le temps en fait qu'un arrêté ministériel soit pris pour protéger l'espèce. Et après annoncer son retour. Sauf que l'information ne va pas être divulguée à temps officiellement, elle va être divulguée en fait par le magazine Terre Sauvage, qui va en fait en exclusivité annoncer le retour du loup sur le territoire français. Et d'ailleurs, ça a créé énormément de tensions sur le territoire, puisque forcément il y a eu une sorte de trahison vécue en fait par notamment les éleveurs qui étaient présents dans le secteur, parce que eux se doutaient bien qu'il y avait un truc qui clochait, mais on leur disait pas ouvertement que c'était du loup. Et ce manque de transparence au début a entraîné forcément un conflit assez compliqué sur une espèce qui est déjà conflictuelle d'une manière générale. Mais ça a venu vraiment rajouter une sorte de rancœur qui n'a toujours pas quitté certains secteurs dans certains vallons dans le Mercantour. Puis après, l'espèce elle a progressé. On a le premier loup qui arrive en fait dans le Grand Est, c'est 94 qui est tué dans les Vosges, un loup qui est tué. Et donc après, il faudra attendre officiellement pour son retour sur notre territoire dans le Grand Est vers 2011 pour que le loup revienne sur le massif vosgien. Et puis après, effectivement, depuis, il s'est installé dans le Jura, il s'est installé en Haute-Marne. Donc voilà, on a des loups qui font un peu parler d'eux. Sur la Moselle, pas trop. La Moselle est plutôt assez calme. On a eu un épisode en 2014 avec un loup qui a fait une série de prédations sur le territoire mosellan, mais depuis, on a des passages, mais on n'a pas de pic, en tout cas, de foyer de prédation. Et puis après, vous voyez sur la France, hein, ça continue de progresser. Ça continue de progresser. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part que l'espèce continue de monter. Ce qui est important aussi, quand on parle du suivi de la population en France, c'est que quand on vous donne des nombres de loups, il faut avoir conscience que quand on sort des chiffres au printemps, on a un gros accroissement de la population qui va avoir lieu avec les naissances, puisqu'on a des portées de 4 à 5 louveteaux en moyenne. Mais c'est un accroissement passager, puisqu'on a à peu près 40% des louveteaux qui ne vont pas passer les 6 premiers mois. Et après, on a entre 10 et 20% de mortalité naturelle, normalement sur une espèce. Vieillesse, maladie, collision, tirs légaux et illégaux, c'est censé pas dépasser les 20%. On voit bien que maintenant le quota français il est passé de 19% de prélèvement à 21% avec l'arrêté qui est paru le mois dernier ou celui d'avant déjà, peu importe. Et on sait qu'effectivement les tirs illégaux viennent ajouter en tout cas une pression supplémentaire sur cette population. En 2024, la population est estimée entre 900 et 1125 individus, aux alentours de 1000 loups sur le territoire français. On a une stabilisation des effectifs depuis 2022 et en fonction de comment on prend les chiffres, on a une légère régression. Donc voilà, il faudra suivre un petit peu comment ça évolue dans les prochaines années, bien entendu, avec notamment ces évolutions législatives. Alors comment est fait le suivi de la reproduction ? Il y a plusieurs options. La première, ça peut être une découverte opportuniste, des gens qui ont la chance de tomber sur des louveteaux, qui ont la chance de documenter cette information. Alors ça c'est génial, clairement. Ça vous donne des éléments, donc ça peut être sur des tanières, sur des sites de rendez-vous, des déplacements avec le groupe à l'automne. Le développement des pièges photos sur le territoire peut avoir des effets négatifs, mais peut avoir des effets positifs quand c'est bien fait et quand c'est fait en respectant les règles. Et donc effectivement, le piège photographique nous donne des superbes images pour mieux comprendre. Et puis les hurlements provoqués, qui est une technique historique. J'ai eu la chance d'y participer en 2013 dans le massif vosgien quand on a identifié la première reproduction sur le territoire. Et donc effectivement, on est avec des cônes, on hurle, et puis quand ils répondent, c'est quand même
particulier. Bon, moi je travaille à Sainte-Croix, donc forcément j'ai l'habitude d'entendre des meutes de loups hurler, mais quand vous entendez un loup vous répondre dans le milieu naturel, c'est quand même pas la même chose. Alors, si on revient un peu au loup, maintenant on va essayer de s'intéresser un peu à l'espèce, à ces animaux. Donc on a affaire à un carnivore qui fait partie de la famille des canidés. C'est son nom latin Canis lupus. On a une espèce qui est présente dans tout l'hémisphère nord. Et maintenant il y a des sous-espèces sur des critères génétiques, 6, et on avait une vingtaine d'espèces sur des critères morphologiques auparavant. Donc la génétique elle a pas mal bousculé les choses. On a aussi des sous-espèces qui sont devenues des espèces à part entière. Ce qui est sûr, c'est que globalement, peu importe où il est situé dans le monde, le loup vit plus ou moins de la même façon. Enfin, à peu de choses près, ils vivent dans des groupes familiaux et vont exercer en fait, utiliser la même niche écologique. Donc voilà, on a avant par exemple Canis simensis, c'est le loup d'Abyssinie qu'on appelait avant Canis lupus simensis, qui est devenu effectivement voilà, une espèce à part entière. Pareil pour le loup rouge qui est présent en Amérique du Nord. Et nous en Europe, on a 3 sous-espèces. Canis lupus lupus, qui est présent plutôt en fait, sur toute la partie Europe centrale, Europe de l'Est. Le Canis lupus italicus, qui est celui qui était présent en Italie, qui est arrivé maintenant effectivement en France, qui est arrivé en Suisse, en Allemagne, en Slovénie, en Autriche, enfin, voilà, il est en train de s'étendre un peu partout. Et puis Canis lupus signatus, qui est le loup espagnol, qui lui est bloqué en Espagne par le fleuve le Duero. Il n'y a pas beaucoup de loups qui passent le Duero. Principalement parce que derrière, quand ils le passent, ils disparaissent mystérieusement. Alors, on va arriver directement. Globalement, donc on a affaire à des animaux qui vont faire entre 20 et 40 kg pour les mâles, 18 à 30 pour les femelles. Ça tient. Pourquoi il y a un gap aussi important entre 20 et 40 kg? Parce que si vous prenez le loup italien, on va être sur des mâles qui vont faire 25, 30, allez, peut-être 35 kg. Si jamais vous prenez les loups d'Europe de l'Est, vous allez sur des animaux qui vont faire 35, 40 kg. Donc voilà, c'est assez variable. Dimorphisme sexuel qui est peu marqué, donc pas beaucoup de différence entre les mâles et les femelles. On a des records à 12 kg pour le plus léger, jusqu'à quasi 80 kg pour le plus lourd. Et une espérance de vie en milieu naturel qui est de 6 à 8 ans. On a rarement des loups qui vont atteindre 10, 12 ans. Il peut y avoir quelques exceptions bien sûr, mais c'est principalement lié en fait, à l'usure de la dentition. Et plus la dentition s'use, en fait, et plus ils vont avoir des difficultés pour chasser, pour se nourrir, et donc ça devient compliqué. Il y a le parc national du voyageur en fait, en Amérique du Nord qui étudie beaucoup les populations de loups. Et il montrait là-bas qu'en fait, les années où il y a moins de rongeurs notamment, ou de lagomorphes, en fait, de lapins ou lièvres en fait, au printemps, les loups sont obligés de prendre des plus grosses proies et en fait vont devoir ronger beaucoup plus les os, et donc en fait ça a des impacts en fait, sur l'usure de la dentition. Et donc en fait des individus qui ont 1 an, d'une période à une autre, tu pourrais croire qu'en fait ils ont plus 1 an, mais ils ont 3 ans parce qu'effectivement ils ont beaucoup plus usé leurs dents. Alors c'est un animal aussi social. Alors, vous avez sûrement déjà vu passer ceci sur les réseaux où on nous explique que les 3 devant, là, c'est vraiment les vieux, les malades qui sont là pour dicter finalement le rythme du groupe. Derrière, vous avez 5 balaises qui sont là pour les escorter. Le groupe, on va dire, 5 balaises à nouveau pour les escorter, puis le boss qui est derrière. Bon, le problème du loup, c'est que c'est un animal qui déchaîne énormément les passions. C'est un animal qui effectivement est passionnant. Enfin, je ne peux pas le renier clairement, j'en fais partie. Mais parfois il y a beaucoup d'anthropomorphisme qui est fait, donc on va lui prêter beaucoup de sentiments humains. Et finalement, quand on creuse, on se rend compte que c'est un peu plus complexe. À ce jour, rien dans nos connaissances actuelles ne permet de valider ce genre de théorie. C'est du fantasme qu'on a projeté en fait sur cette espèce. Mais à ce jour, les connaissances dont on dispose ne permettent pas de valider ce genre de choses. C'est pareil, la vision dominante de la meute, ça a longtemps été ça. C'est-à-dire qu'on vous explique que chez les loups, vous avez un grand leader qui est le mâle alpha, qui derrière, il y a une femelle alpha, il y a des bêtas, des subordonnés, et puis tout en haut, tout en bas, il y a un oméga qui se fait taper dessus, mais qui reste avec le loup. Parce que bien entendu, c'est une situation confortable. Alors, la personne qui a principalement développé ça, il s'appelle David Misch. C'est un Américain qui a commencé à travailler sur le loup dans les années 60, qui a publié en fait une monographie, une des premières monographies sur cet animal dans le milieu naturel. Et il avait une vision assez patriarcale et militaire de la société. Et donc, en fait, il a projeté sa vision, son interprétation sur le loup. Et dans le milieu des années 90, il a fait une vidéo. Je vous les ai épargné son accent américain en anglais. Mais dans cette vidéo, en fait, il exprime un peu son mea culpa pour dire
que la principale personne à blâmer en fait pour l'utilisation à outrance en fait de cette notion d'alpha, c'est lui qui s'en excuse parce que finalement la meute, c'est pas du tout ça. Une meute de loups, on peut se retrouver avec des situations comme ça en captivité pour toute une série de raisons, mais en milieu naturel, une meute de loups, eh bien en fait, c'est avant tout un couple, des parents, un mâle, une femelle qui se rencontrent. Il faut qu'ils se plaisent, je ne dois pas gagner, il faut qu'ils se plaisent parce qu'il faut imaginer que dans les Pyrénées, il y a des loups qui sont arrivés depuis 1999, des mâles, des femelles, ils n'ont pas encore été foutus de trouver chaussures à leurs pieds quand même. Non mais c'est quand même assez impressionnant. Donc il faut qu'ils se plaisent, il faut qu'ils se reproduisent. Et en fait, la meute, la structure de base d'une meute, c'est ça. Des parents et des jeunes de l'année. Et autour de cette structure de base vont graviter des jeunes des années précédentes. Et pendant longtemps, on a cru aussi que quand les jeunes loups ils partaient. Ils ne revenaient plus jamais. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. On s'est rendu compte, grâce notamment à la télémétrie, le fait de mettre des colliers émetteurs, qu'en fait, y a des loups qui commencent à partir à l'aventure, ils se font un peu peur, ils reviennent se rassurer auprès de la famille, puis après repartent, repartent, puis à un moment donné, ils ne reviennent plus. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a pensé pendant longtemps, et ce qui explique aussi qu'il y avait des choses qu'on ne comprenait pas. Vous avez des meutes qui, en été, vous voyez 4 individus ensemble, et puis en hiver, il y en avait 12. Qu'est-ce qui se passait ? En fait, parce que vous avez ce côté où des jeunes pouvaient partir en été et revenaient en fait en plein hiver. Et donc la définition européenne, c'est quoi ? C'est une meute est à la base une unité familiale qui se crée lorsqu'un couple établit un territoire et se reproduit. On est donc loin de la définition française du petit Robert de ce qu'est une meute, puisqu'une meute c'est un groupe de chiens pour la chasse. Ce qui, dans notre imaginaire collectif, forcément, fausse un peu aussi le rapport entre ces loups. On est vraiment sur simplement une famille. Voilà, comme on l'a sur beaucoup d'espèces au final. 4 à 6 loups en moyenne avec les variations interannuelles que je vous ai évoquées. Le maximum qu'on a observé en France va être sur le camp militaire de Caen-Juers avec 16 individus, voilà. Un domaine vital exclusif à peu près 150 à 300 km². Alors le milieu, il va avoir un impact énorme finalement sur la taille, et la sociabilité de la meute, puisque si jamais vous avez une bonne disponibilité alimentaire, vous allez avoir plus de loups. Si jamais il y a une tension sur l'accès à la nourriture, forcément vous allez avoir des tensions dans le groupe. Donc tout ça va jouer sur les conflits au sein du groupe, à la fois au sein du groupe et entre les meutes, et ça va donc influencer la composition et la taille de la meute. Pour rester ensemble, cette meute va devoir communiquer. Et les loups, c'est des grands bavards, à travers toute une série de gammes, que ce soit à travers la gestuelle. La gestuelle, les mimiques faciales, elles sont plus importantes par exemple chez nous que chez nous. Et pourtant, chez nous, l'espèce humaine, on utilise énormément de mimiques faciales pour passer toute une série d'émotions. Pareil pour cette espèce. L'identification olfactive, ça va permettre... chaque loup a une odeur particulière. En se frottant les uns aux autres, ils mélangent leurs odeurs, et ce qui va créer une odeur de meute. Ce qui fait que, je ne sais pas à quelle distance, ils arrivent à savoir que le loup qui est en train de se rapprocher fait partie de la meute. Puis après, ils vont savoir quel individu c'est. Et en plus, on sait aussi que la composition chimique de notre odeur, elle est liée à notre état émotionnel, elle est liée à notre état de santé. Et donc tout ça, ce sont des choses qu'ils vont pouvoir détecter. On sait aussi que les chiens sont capables de savoir avant une femme qu'elle est déjà enceinte, vont être capables de détecter toute une série de maladies comme des cancers, des choses comme ça. Et donc, notre signature olfactive, elle est unique et elle va varier en fonction de toute une série d'états. Et eux, ils ont une sorte d'analyseur géant qui permet de comprendre ça. Et puis, bien entendu, ils vont pouvoir vocaliser. Le plus connu reste le hurlement. Alors pendant longtemps, on disait que les loups, ils hurlaient pour pouvoir s'appeler pour se rassembler et après aller chasser ou des choses comme ça. Ou alors qu'ils hurlaient pour chercher un partenaire. On sait aujourd'hui qu'il y a une différence entre à quoi sert le hurlement pour l'individu, quelle est l'émotion en fait qui lui permet en fait d'évacuer en fait ce hurlement, et derrière quelle est l'utilité potentielle qu'il peut y avoir en fait sur l'ensemble de l'environnement. Mais si je prends un exemple, les loups quand ils vont aller chasser, ils sont hyper excités. Et cette excitation, en fait souvent elle va être manifestée, elle va être évacuée à travers effectivement un hurlement, que la chasse a été réussie ou pas, mais en fait il y a toute une forme d'excitation qu'ils vont évacuer. Le matin au réveil, les loups, quand ils sont contents de se voir, ils sont contents, ils viennent se faire des papouilles, des léchous, ils sont un petit peu trop excités, et à un moment donné, ils vont se mettre à hurler. C'est vraiment une sorte d'exutoire pour pouvoir évacuer toute une série d'émotions, qui peuvent être positives ou négatives. Parce que ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que au global, quand un loup part en dispersion, quand il va quitter sa meute pour pouvoir trouver un territoire, c'est pas le meilleur moment de sa vie. Il a quitté son cocon familial, il est tout seul, il affronte plein de dangers. Il traverse des territoires de meute qui n'ont qu'une seule envie, si elle l'attrape, c'est de lui faire sa fête. Donc bien entendu,
à ce moment-là, quand il se met à hurler, c'est pas pour dire hey, je suis là, venez me trouver, il n'y a pas de souci, je vous attends. C'est qu'en fait, une des hypothèses, c'est que le fait d'hurler permet de retomber dans un état émotionnel qui est proche de celui finalement quand il était avec le groupe, qui permet justement de se calmer et de se rassurer. En tout cas, cette vision de à quoi ça sert à l'individu et ce que ça lui procure, c'est intéressant parce que ça suit un peu le mouvement actuel de notre société qui est de s'intéresser au bien-être animal, au bien-être de l'individu, et de comprendre que finalement, eh bien, on n'est pas forcément qu'à un niveau de gestion de population. Et oui, les loups, ils peuvent aboyer. Hein, le fameux ouf, le petit aboiement d'alarme, là, il a été très utile. C'est sûrement un des éléments qui expliquait pourquoi on a domestiqué le loup. Parce que quand il y avait des restes autour de nos campements, on suppose que c'est la proximité avec cette nourriture qui a attiré des loups. Et les loups qui, en fait, quand il y avait un vrai grand prédateur, hein, encore une fois, un tigre à dents de sable qui arrive, vous avez un petit ouf d'alarme, bah, c'est quand même vachement pratique pour le voir arriver parce qu'on n'avait pas cette capacité. Donc on suppose que à la fois le loup était hyper intéressé de trouver de la nourriture à proximité, et que nous, on a découvert en fait un système d'alarme qui était hyper intéressant, qui nous a permis aussi de nous protéger d'une série de prédateurs. Alors bien entendu, j'étais pas là à l'époque, hein, donc c'est que des hypothèses, donc voilà, j'essaie de vous livrer ce qu'on a comme information, mais je trouve qu'en tout cas la théorie est vachement plausible. C'est pour ça que je me permets de vous la livrer. Donc au sein de la meute, il y a des conflits, bien entendu. Les conflits ils peuvent être liés avec de la compétition pour la ressource, pour la reproduction. Ça commence dès les louveteaux pour l'alimentation, l'apprentissage des morsures, et ils vont continuer en fait tout au long de leur croissance à acquérir en fait toute une série de comportements, notamment en fait des signes subtils qui vont permettre de faire en sorte qu'on a des éléments qui vont entraîner l'escalade du conflit, puis des éléments qui vont entraîner la désescalade, et que tous ces signaux vont rester à l'âge adulte pour justement faire en sorte que le groupe puisse vivre ensemble, puisque sinon forcément sans règles c'est un peu compliqué. Et après, il y a toute cette phase de réconciliation chez les loups qui est importante, qui peut être soit une consolation sollicitée, c'est-à-dire que les loups, des fois, ils vont venir lécher les babines des dominants et ils vont venir leur faire ils vont venir se coller contre eux, les chouiller et venir faire ce qu'on appelle une soumission active. C'est une forme de consolation sollicitée qui va permettre en fait d'apaiser les tensions et parfois ça peut même au contraire en renchaîner si jamais ça dure trop longtemps. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a toute une série d'éléments qui vont, chez les loups, permettre justement de désamorcer le conflit pour que justement on augmente la cohésion du groupe. Parce que plus le groupe est soudé et uni, et plus ils vont être efficaces en fait pour défendre le territoire, pour être efficaces à la chasse et s'occuper des jeunes. Puisqu'encore une fois, l'enjeu de vivre ensemble, c'est vraiment celui-là. Accéder à la nourriture, se reproduire, défendre les jeunes et défendre ce territoire. Il faut voir que les loups entre eux sont pas hyper sympas. Alors, dans la nature, globalement, on va alterner des phases de cohésion forte et des phases de forte tension. C'est-à-dire qu'à la période de reproduction, on est à la fin de la période de reproduction, là, il y a des périodes de tension qui sont importantes. Les hormones les travaillent dans tous les sens, il y a des conflits. Là, on va avoir ce qu'on appelle une première phase de dispersion. On a des loups qui vont quitter le groupe parce que justement, il y a trop de tension. Ensuite, va arriver la période de gestation, la période de mise bas et l'intégration des jeunes sur les sites de rendez-vous. Durant toute cette période, les loups vont avoir une montée d'une hormone qu'on appelle la prolactine qui fait qu'ils vont être dans un monde de bisounours, ils vont oublier un peu tous les conflits. On se concentre sur une chose, c'est l'élevage des jeunes. Derrière, ce qui se passe, c'est que les jeunes, à partir de septembre, ils vont être suffisamment grands pour pouvoir suivre les adultes. Sur les pièges photos, on les voit, ils commencent à gambader derrière, et ils vont justement aller directement sur les sites de chasse pour se nourrir. Là, les jeunes des années précédentes qui pouvaient en fait servir un petit peu de garde-manger, c'est-à-dire qu'ils allaient au mois de juillet, par exemple, il y a une proie qui est tuée, les jeunes de l'année précédente sont là, ils vont manger, ils vont récupérer une partie de la nourriture qu'ils vont transporter en fait jusqu'aux jeunes qui vont régurgiter. Là, les jeunes sont directement sur place. Donc là, il y a à nouveau une compétition pour l'accès à la nourriture. Et bien entendu, les jeunes de l'année sont favorisés par les adultes par rapport aux jeunes des années précédentes. Ce qui explique qu'en septembre et en octobre, on va à nouveau avoir une phase de dispersion, avec à nouveau des déplacements importants. Et puis ce qui va se passer après, c'est que novembre, décembre, janvier, on a à nouveau une phase de cohésion forte parce que c'est l'hiver. Au cœur de l'hiver, les loups sont plus efficaces ensemble, vont chasser ensemble, et donc effectivement, c'est là qu'on va se retrouver avec des animaux où on peut avoir des grandes meutes qui sont observées d'une quinzaine d'individus sur le territoire français. Voilà, et puis après quand ils sont en dispersion, ils sont seuls, donc eux sont très compliqués à détecter, sauf s'ils font des attaques sur les troupeaux, mais sinon on ne les détecte pas. Et puis après, effectivement, quand une meute s'installe, c'est pareil, s'il n'y a pas d'attaque sur les troupeaux au début, on ne le sait pas forcément. Donc les jeunes, ils vont partir entre 10 mois et 4 ans, aussi bien les mâles, les femelles, des subadultes, des jeunes adultes, voire même des adultes, puisque quand ils ont 4 ans, ils sont adultes. C'est une dispersion en tâche de guépard, c'est-à-dire qu'on va avoir des spots qui vont s'allumer un petit peu partout. Et c'est régulier à plus de 100 km. Et c'est une période où il y a beaucoup de mortalité,
puisque bien entendu, ils sont seuls, ils chassent seuls alors qu'ils sont un peu expérimentés, ils traversent les territoires d'autres meutes, les risques de collision avec les voitures sont importants. Les collisions avec les voitures, c'est la première cause de mortalité du loup, par exemple, en Belgique, en Allemagne, sur notre territoire un peu moins, même s'il y a des cas qui sont connus en France. En Belgique, là, en Flandre, la première louve qui était revenue en fait en Belgique, enfin pas la première, parce que c'est pas la première, mais la première qui s'est reproduite, Noëlla, a été tapée par une voiture la semaine dernière, je crois. Et donc, voilà, c'est toujours des moments particuliers, parce que sur ce tronçon-là, je crois qu'il doit être au 5e loup qui est tué en Belgique, vraiment sur le même tronçon. Donc, toujours est-il que ces loups vont avoir ce qu'on appelle des domaines temporaires sur plusieurs mois, c'est-à-dire qu'il y a des fois ils vont trouver un endroit sympa, ils vont s'installer dessus, puis après ils vont continuer leur chemin, je ne sais pas pourquoi. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils s'installent vraiment sur un territoire après la première reproduction. Même si on s'est rendu compte que ça doit être 95% à peu près des cas. On a vu des cas des fois où il y a des meutes qui se livrent des combats tellement forts qu'en fait il y a une meute qui est obligée de partir. Alors qu'est-ce qui fait qu'ils dispersent? On a vu les agressions entre eux, la pression sociale, la compétition alimentaire, les changements physiologiques. Et leur succès, ça va dépendre des proies qu'ils vont pouvoir trouver sur le chemin, de la disponibilité d'un territoire, leur capacité à trouver un partenaire et l'aptitude à éviter les dangers. Et en Europe, ça va de quelques dizaines de kilomètres à plus de 2000 km parcourus pour pouvoir trouver un territoire. Alors, on s'était amusé en 2015, quand il n'y avait pas encore le loup qui était revenu sur le territoire belge, à analyser en fait à quelle distance finalement les loups pouvaient, puisqu'on sait qu'ils peuvent faire une centaine de kilomètres facilement sur une journée, comment ils pourraient venir sur le territoire belge. Et effectivement, on était à moins de 2 jours et 2016, le loup est arrivé sur le territoire belge. Là, on a des données en fait grâce à de la génétique, par pistage en fait, par collecte d'excréments notamment, et pour les loups notamment qui sont arrivés dans les Pyrénées, on s'est rendu compte que tu as des individus qui font plutôt les Pyrénées, Massif central et qui après redescendent. Les loups, ils ont des sortes de voies qui sont bien tracées. Par exemple, on en connaît une qui est assez empruntée, qui part en fait de l'Allemagne, qui va en fait sur les Pays-Bas, qui traverse après la Belgique et qui redescend sur la France. Là, ça c'était rigolo parce que c'était on devait être en 2004, quelque chose comme ça. C'est un loup qui, M15, a été tapé par une voiture en Toscane, équipé d'un collier-émetteur et qui a traversé la frontière française. C'était une époque où il y avait un groupe parlementaire, il y avait une mission parlementaire pour essayer de prouver que le loup avait été réintroduit et qu'il n'était pas revenu naturellement en France. Et donc bien entendu, il n'a pas été lâché par hélicoptère, comme les vipères, parce que bien entendu c'est bien connu que les vipères on les relâchait par hélicoptère, c'est vrai que c'est pratique. Non, globalement il est revenu tout seul avec ses petites pattes, il n'a pas eu besoin de l'aide des humains pour ça. Et pareil là c'est un loup qui a passé plusieurs frontières en fait, entre la Slovénie et l'Autriche, et même qui est arrivé en Italie celui-ci. Une maturité sexuelle qui est plutôt aux alentours de 18 à 24 mois, avec une période de reproduction qui est assez courte, c'est 1 fois par an, chaleur en février, une seule portée par meute, gestation de 63 jours comme des chiens, donc ça c'est assez simple. Mise en tanière, courant mai, 2 à 8 louveteaux avec une moyenne de 4. Les louveteaux, c'est toujours assez rigolo. Ça c'est pareil, c'est toujours le voyageur Wolf Project, c'est les premiers hurlements. Là, on est aux alentours de 4 semaines, 4-5 semaines. Et alors, les louveteaux sont tellement précieux que les loups, ils n'hésitent pas à aller affronter un ours si jamais il y a besoin pour défendre leur petit. Alors, vous allez voir le ralenti après. Je ne sais pas si vous avez aperçu, il y a un louveteau qui est là. C'est possible que les deux tournent en même temps. Mais ils sont juste ici en fait. Je vais voir la petite tête qui ressort. Il y a 4 petits qui sont cachés là. Voilà, s'il n'y a pas le loup qui fond sur l'ours, il n'y a plus de petits. Mais pour vous donner un exemple, quand des humains doivent aller en fait sur des tanières pour équiper
des tanières, soit de caméras, soit pour attraper des jeunes, pour faire des prélèvements, des choses comme ça. Là, les loups, ils viennent pas. On est vachement plus impressionnant que les ours. Ce qui me va bien. Bon, les louveteaux, ils sont précieux, hein, forcément, ils ont une croissance très rapide, hein, ils prennent à peu près 10 cm par mois. À 3 mois, ils font à peu près 30 cm au garrot. Ils sont sevrés à peu près en 8 semaines. Ils ont une forte poussée de croissance vers octobre-novembre, 5 à 6 mois, ce qui va leur permettre de suivre les adultes plus facilement derrière. Et ils ont une taille adulte, la taille adulte vers janvier-mars. Ils ont une taille identique, mais ils sont encore un peu plus légers. Ils ont encore une tête de bébé, et puis ils sont un peu plus fins au niveau du coffre. Et après les jeunes, donc en général, ils sont en tanière jusqu'à l'âge de 2 mois. Et à partir de 2 mois, ils sont emmenés sur des sites de rendez-vous jusqu'à 4-5 mois. Et puis après, on va arriver, si on calcule bien, sur le mois de septembre. Et au mois de septembre, c'est là qu'ils vont commencer à suivre les adultes. Et à partir de décembre, ils sont vraiment ensemble mélangés sur les pièges photos. Là, ce qui est rigolo, entre septembre et octobre, quand tu vois les adultes, ils déclenchent les pièges photos, et puis sur les déclenchements d'après, tu as des petits jeunes qui courent derrière. Et après, effectivement, en décembre, ils arrivent à tous à suivre en même temps. Et donc cette forte mortalité juvénile dont je vous parlais tout à l'heure aussi, il y a la malnutrition, aux maladies, aux intempéries, et donc on a à peu près 40% des louveteaux qui ne passent pas les 6 premiers mois. Malnutrition, c'est qu'ils prennent pas assez de... Enfin, à la fois, ce qu'ils vont manger ne suffit pas en fait à compenser leurs besoins. Voilà. Et donc tu vois, ils vont pas manger assez des fois, ou il y a des éléments qui sont pas assez équilibrés pour leur apporter tout ce qu'ils ont besoin. C'est une espèce qui est flexible, qui peut vivre globalement partout, dans des zones de steppe, des zones de plaine agricole, des zones de montagne, des déserts. Enfin, voilà. Globalement, le loup, il peut vivre partout. Il a un besoin, des proies. Et il y a une règle, c'est éviter le conflit, c'est ce qui explique la dispersion en fait en bout. Et effectivement, ça je me rappelle, en 2009, c'était la une du Dauphiné libéré, édition Hautes-Alpes, le loup à l'entrée de nos villages. Oui, c'est quelque chose qui est totalement normal. Il a une capacité d'adaptation à nos activités, à vivre autour de nous, ce qu'on ne savait pas à son retour au début. Mais effectivement, là, c'était dans une zone périurbaine, en fait, au pied d'un immeuble. On sait que les proies, elles ont tendance parfois à venir se réfugier en venant près de nos activités, près de nos infrastructures. Donc, pareil, sur les pistes de Courchevel, la dameuse était passée et vous aviez un blanc immaculé, et puis une biche et un loup sont passés par là. C'était plus le blanc immaculé. Mais ça touche quelque chose qui est véritable et difficile, c'est notre méconnaissance, notre oubli collectif, en fait, de ce qu'est la prédation. Parce que si vous avez un chat qui ramène une souris et qui fait un petit carnage dans votre salon, c'est pas le même niveau que, effectivement, la nature, c'est pas un long fleuve tranquille. Cette vidéo, elle passe pas. C'est juste de mettre... il y a juste c'est la petite vidéo en bas à gauche, c'est pour vous faire entendre de magnifiques... C'est une très belle langue, le néerlandais. Sans surprise, il mourra quelques jours plus tard écrasé par une voiture. Celui-ci était assez connu parce que il était né dans une meute en Allemagne qui a fait l'objet d'un reportage par Sébastien Korner qui s'appelle Les loups nos voisins, un très beau film un très beau documentaire sur Arte que je vous recommande, qui est pour moi un des meilleurs. Et en fait, dans cette meute, on ne sait pas ce qui s'est passé. Enfin, on se doute de ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient dans un camp militaire et ils ont sûrement été nourris par l'homme, ces loups, parce qu'en fait ils venaient près des voitures pour attendre de la nourriture pour une série d'entre eux, des jeunes qui étaient nés dans cette meute. Et donc celui-ci va mourir écrasé par une voiture, et un autre est assez connu parce qu'il venait auprès des voitures en Allemagne, et donc les autorités allemandes l'avaient un peu dans le viseur. Et l'année d'après, quand il y a eu les jeunes, il s'est vite calmé, il est resté à s'occuper des jeunes et tout, très calme, mais ils avaient quand même un œil dessus. Et c'est un loup qui a dû être abattu parce qu'il s'est attaqué à un chien. Alors, c'est pas juste parce qu'il s'est attaqué à un chien, c'est juste qu'il y avait le chien, il y avait une laisse et il y avait un être humain de l'autre côté. Donc il était en train de vous promener, il y a un loup qui déboule et qui attaque votre chien, donc forcément un comportement qui n'était pas acceptable aux yeux des autorités allemandes, et donc il a été prélevé. Mais c'est des loups qui étaient plus proches de l'humain, mais sûrement parce qu'on a des humains qui sont venus les nourrir, et qui, en fait, il y a une phase critique aux alentours sur les 6 à 12 semaines, où en fait, s'ils sont bien exposés à l'espèce humaine, ça fait partie des éléments
commun finalement de leur environnement, et donc c'est pas quelque chose qui est inquiétant pour eux. Et donc là, c'est là que ça peut être dangereux derrière. On a eu le cas aussi à Yellowstone sur des gens qui nourrissaient une meute pour pouvoir habituer la meute à venir manger devant des affûts photographiques. Et derrière, après, ça a donné des loups qui grognaient sur les gens pour avoir à manger. Donc la meute a été abattue. Mais est-ce que c'est la meute qui est le problème, ou est-ce que c'est la relation qu'on crée en fait en faussant les choses? J'ai vu le timing, il faut que j'accélère un peu, parce que je suis un peu à la bourre. Je vais accélérer un peu. Donc voilà, un domaine vital qui fait de 150 à 300 km². Sur le territoire, en fait, il y a des éléments vraiment du cœur de meute qui sont les sites de rendez-vous, les zones de tanière, les principales zones de chasse, où là, vraiment, ils ne vont pas tolérer d'intrusion de la part d'autres loups. Sur le reste, s'il y a des loups qui passent, voilà, c'est pas très très grave. Globalement, le territoire, donc, il va varier en fonction des agressions entre meutes, de l'abondance à la distribution des proies, la disparition d'individus de la meute, la pression humaine. Globalement, ils ont une défense passive grâce au marquage, au hurlement, et une défense active à travers de l'intimidation du conflit et des combats entre eux. Entre deux territoires de loups, il y a ce qu'on appelle un no-wolf-land, qui est assez étudié en fait en Amérique du Nord, et que maintenant on commence à bien connaître en France aussi. C'est une zone tampon qui va faire entre 1 et 5 km entre deux territoires de loups, dans laquelle ils se livrent des combats de fous furieux. Enfin, c'est pas très sympa entre eux. Si on résume, globalement, vous avez donc deux meutes, la zone tampon qui va varier entre 1 à 5 km. Et là où ça devient compliqué, c'est quand il y a des zones de chevauchement, où là ça devient vraiment compliqué pour comprendre. Et là, vous avez souvent ce genre de choses qui est retrouvé. Voilà. Et vraiment, ils ne se font pas de cadeaux. Et ça, on pensait que c'était qu'à l'étranger, mais on a eu des cas aussi en France, avec des mouvements de meutes et des meutes entières qui peuvent disparaître, avec une sorte de géopolitique des meutes de loups sur les territoires. Bon, on a affaire à un carnivore qui doit disposer de ressources abondantes et accessibles toute l'année. Il mange en moyenne 2 à 5 kg par jour, sauf que le loup ne mange pas tous les jours. Il a donc une grande capacité stomacale pour stocker de la nourriture, faire un bon gros repas et derrière jeûner pendant un jour ou deux. Il va s'enchaîner, je sais pas, raclette, tartiflette et fondue ou tout ce que vous voulez. Et derrière, il ne mange pas pendant un jour ou deux, parce que c'est un peu plus dur de courir derrière. Donc il mange principalement des ongulés sauvages et domestiques. C'est un carnivore non strict, opportuniste. Donc voilà, globalement, il mange un peu tout ce qui peut lui passer sous la dent. Qu'est-ce qui va influencer finalement la prédation du loup sur les ongulés? C'est l'abondance et la densité des espèces proies. C'est ce qu'on appelle en fait l'occurrence de rencontre. C'est-à-dire que plus vous rencontrez une proie, plus il y a de chances que vous allez en fait passer à l'acte pour essayer d'attaquer cette proie. Derrière, les habitats. Il y a des habitats où ça va être très compliqué d'arriver à accéder à certaines proies, et d'autres à l'inverse où ça va être plus facile. Est-ce que c'est des proies qui sont grégaires? Est-ce qu'elles sont donc en groupe et donc facilement détectables? Est-ce qu'on les voit encore une fois régulièrement? La saisonnalité qui va jouer, les facteurs risques, la santé de la meute avec le nombre de loups dans la meute, et la taille de la meute, enfin la taille des loups dans la meute, c'est-à-dire que est-ce que vous avez que des jeunes ou est-ce que vous avez des individus expérimentés? Et puis derrière, effectivement, le nombre de loups, le chevreuil, effectivement, si vous êtes 2 à 4 individus, c'est vraiment une proie idéale, parce qu'il arrive à tous se nourrir dessus. Donc son régime alimentaire, il a été étudié dans tous les sens. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, vous avez des grandes variabilités entre les meutes. C'est-à-dire que vous allez avoir des meutes qui vont manger quasiment que du sauvage, des meutes qui vont manger beaucoup de domestiques. Vous allez avoir un impact de la saisonnalité. Donc il y a des études qui ont été faites en France. En France, on les a aussi étudiées avec ce qu'on appelait le programme Prédateur-Proie. On a équipé des louves de colliers GPS. Elles avaient donc un régime alimentaire très différent avec cette variabilité, des pressions de prédation qui sont assez hétérogènes sur le territoire, donc qui sont des zones de chasse privilégiées, ça rejoint ce qu'on s'est dit tout à l'heure, et qui sont assez opportunistes en fonction de l'abondance. On a su aussi que sur les années où il y avait des épisodes de kératoconjonctivite, ce qui fait que les chameaux avaient du mal à détecter l'arrivée des loups, là clairement ils faisaient un carton plein dedans. Et les années où en fait il n'y a pas de maladie, en fait vous avez des taux de survie qui sont bien meilleurs sur ces animaux-là. Donc c'est là qu'on voit qu'il a son côté chasseur sanitaire qui peut apparaître. Bon, là, ça remonte à peu près à la même chose, mais ce qui est important, c'était juste de vous dire que c'est pas parce que des fois on va vous sortir des études qui va vous dire il y a une étude qui montre que au global, eh bien, les loups mangent quasiment que des animaux sauvages. Oui, au global. Mais en fait, quand vous rentrez dans certains détails, notamment quand vous rentrez sur certains secteurs, en fait, vous pouvez avoir une alimentation qui est complètement différente et qui peut expliquer qu'il y a des tensions plus importantes sur ce territoire. Parce que si vous avez une meute, on vous dit que partout que c'est 86% d'animaux sauvages, par exemple, et que sur ce territoire-là, c'est plutôt l'inverse, 86% d'animaux domestiques.
forcément l'impact, en tout cas, et la possibilité de vivre ensemble, il est quand même plus difficile. Qu'est-ce qui mange, enfin, qu'est-ce qui explique qu'ils attaquent les troupeaux? Si je devais résumer, c'est que globalement, dès que les populations de proies sauvages elles sont maintenues dans des bons niveaux, ça permet au loup de se nourrir, il va y aller, sauf si jamais derrière les troupeaux ne sont pas protégés. Sans protection, le risque il augmente de plus de 78% d'avoir de la pression, de la prédation de la part du loup. Globalement, c'est si jamais vous n'avez pas beaucoup de gibier, si vous n'avez pas beaucoup de protection de troupeaux, que vous avez un habitat qui est dominé par la présence humaine et qui réapparaît après une longue période d'absence, bon bah là vous avez un petit combo sympa pour que ce soit facile d'aller attraper du mouton. Surtout que lui il est bien équipé pour pouvoir chasser. Pour résumer, donc estomac volumineux pour pouvoir mettre pas mal de nourriture dedans. Des pattes qui sont vraiment faites pour... C'est un coureur de fond, hein. Enfin, clairement il va pouvoir enchaîner les kilomètres. Museau allongé pour pouvoir bien détecter en fait ses proies. Une vue correcte, il est plutôt assez myope, hein, donc il voit bien le mouvement. Et après des carnassières qui sont faites vraiment pour faire ce qu'on appelle une morsure de préhension, ralentir la proie et après faire une morsure de mise à mort. Il est vraiment adapté pour la chasse en groupe puisque il n'a plus de griffes rétractiles, donc il n'est pas... c'est pas un lynx qui va pouvoir venir attraper sa proie et se glisser en dessous pour pouvoir l'étouffer. Lui, il doit faire autrement, donc c'est pour ça qu'il a cette grande gueule avec ses canines qui peuvent vraiment ralentir la proie. Et puis après, c'est une chasse qui est donc basée sur la poursuite. Il faut courir derrière la proie pour pouvoir l'attraper, la ralentir et après la mettre à mort. Et donc, bien entendu, le fait de chasser en groupe, ça permet de répartir les risques et d'être plus efficace, notamment aussi dans l'épuisement de la proie. Globalement, il repère sa proie, il s'approche, il confronte la proie. Si la proie est fuit, ça déclenche la poursuite. Si elle fait face, il est un peu embêté. Quand le cerf il se baisse et qu'il monte les bois, là, il ne sait pas trop comment y aller. Par contre, si la proie est pas, alors là, c'est comme un chien. Vous courez à côté d'un chien, il va suivre derrière. C'est ancré dans leur gène en fait. Et donc derrière, la poursuite entraîne de l'excitation, qui entraîne donc du harcèlement, donc des morsures. Un chien qui n'est pas très bien codé, qui a du mal à gérer ses émotions, quand vous courez avec, des fois de temps en temps, il peut avoir tendance à essayer de pincer ou autre, parce que c'est vraiment ancré dans leur génétique. Puis après, effectivement, morsure pour déstabiliser la proie, et puis morsure de mise à mort, et consommation de la proie quand il peut. C'est-à-dire que à partir du moment où la proie ne bouge plus, on peut commencer à consommer. La prédation est assez caractéristique. Le loup, en gros, il mange d'abord tout ce qui est viscère thoracique. Il dépose la panse en général à côté. Ce qui est un peu compliqué, c'est que quand les jeunes loups apprennent à tuer, c'est pas toujours très caractéristique. Et surtout, il y a un problème avec le loup, c'est ce qu'on appelle le surplus killing. Encore une fois, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des stimuli, c'est-à-dire que la proie qui part en courant, ça entraîne la poursuite, qui entraîne l'excitation, qui entraîne la morsure. Une fois qu'un loup a tué une proie, pour pouvoir consommer cette proie, il vient de la tuer, il est super excité. Et, il est à fond. Pour pouvoir manger, il faut qu'il n'y ait plus rien autour de lui. Ça va l'aider à se calmer et à passer en fait sur le mode de consommation. Un renard qui rentre dans un poulailler, il va vous tuer plusieurs poules, en général. Moi, quand j'étais gamin, on me disait que les poules qui survivaient, c'est celles qui tombaient dans les pommes. J'étais naïf. Mais toujours est-il que le loup qui rentre au milieu d'un troupeau de moutons, il va tuer une première bête, il va tuer une deuxième bête, une troisième bête, une quatrième bête, parce qu'il y a toujours en fait ces stimuli autour de lui. Ce qui fait qu'en une attaque, un loup peut vous tuer 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Je connais des cas jusqu'à 35 animaux quand il les tue en une seule attaque. Et là, très clairement, derrière, expliquer à l'éleveur que le loup il a un rôle de chasseur sanitaire dans le milieu naturel, vous êtes bien reçu, très clairement. Parce que, effectivement, cette notion de surplus killing, ou overkilling, c'est vraiment l'élément le plus problématique dans la cohabitation avec le loup. Parce que si le loup il tue une bête une par une, c'est embêtant, mais le renard le fait aussi, il prélève des agneaux, une brebis qui fait 2 agneaux, de temps en temps il n'y en a plus qu'un parce qu'il en prélève. Mais ça fait partie d'un risque qui est contenu et maîtrisé. Enfin maîtrisé, accepté, on va dire. Le surplus killing, moi j'ai souvenir d'un éleveur dans la Marne, 2 années de suite, il fait agnelage en bergerie. Pour préparer ses agneaux pour aller à l'herbe, il les met à côté de la bergerie un lot d'une 30aine d'agneaux. Le loup, les 2 années de suite, il est venu dedans, quoi. Là, ça fait mal. Et là, c'est compliqué. Et là, effectivement,
c'est pas toujours simple d'arriver à trouver les mots, parce que y a une forme de colère. Moi, ça m'est arrivé de le maudire, le loup, parce qu'autant c'est un animal que j'aime beaucoup, autant il y a des fois il m'a bien cassé les pieds, parce que dans ces moments-là, c'est compliqué de le défendre aussi. Ce qui est important ici, c'est que chaque fois qu'il y a une prédation, les proies vont réagir a posteriori. Il y a un changement d'habitat qui va se produire en fait pour se protéger de la part des proies sauvages, même si la zone elle va être moins intéressante. C'est-à-dire qu'il y a moins de tranquillité, l'alimentation elle est moins bonne, ils vont esquiver en fait la zone sur laquelle ils viennent de subir la prédation. C'est un effet limité dans le temps, mais c'est ce qui va accentuer cette impression de forêt vidée par les loups. On a parfois eu ce retour de la part du monde de la chasse qui disait depuis que le loup est arrivé, moi sur mon lot de chasse il n'y a plus rien. Mais en fait quand on dézoome un peu, qu'on discute en fait avec plusieurs lots de chasse différents, on se rend compte qu'en fait effectivement les proies elles ont bougé. Et c'est des choses qui ont été notamment bien étudiées pour ceux qui s'intéressent aussi sur la forêt de Saint-Hubert et aussi sur les forêts en fait en Belgique, puisque depuis qu'il est revenu en Wallonie, là, il y a vraiment sur les Hauts-de-Fagne, il y a eu pas mal de suivi justement dans ces zones-là. Et donc la dynamique prédateur-proie elle est assez complexe parce que c'est ultra multifactoriel, parce qu'il y a des compétitions alimentaires avec d'autres espèces, il y a des activités, il y a l'habitat, le climat, les maladies, enfin je pourrais rien vous faire 2 heures sur le sujet, donc je vais avancer un peu. Le contexte français, donc en France, on a choisi d'accompagner le plus possible en fait l'élevage ovin l'élevage tout court maintenant, face en fait au retour du prédateur qui est le loup. Les pertes directes et indirectes sont compensées, c'est-à-dire que perte directe, l'animal est tué, il est compensé, et les pertes indirectes, c'est que suite au stress subi par le troupeau, il peut y avoir des avortements. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire quel est le taux d'avortement dans un troupeau, parce que c'est extrêmement variable, ça va dépendre du type d'attaque. Est-ce qu'il y a eu une seule brebis qui est tuée, ou est-ce qu'il y en a eu 15 qui sont tués? Est-ce qu'il y a des chiens de protection? Personne ne peut vous dire combien, donc il y a des forfaits qui sont mis en place. En 2024, ça a représenté 5,5 millions d'euros pour 4171 constats à peu près, et 11 000 animaux victimes de prédation, dans laquelle on ne peut pas exclure le loup. Puisque la petite nuance qui est importante, c'est qu'en France, on n'a pas choisi de faire des analyses génétiques à chaque attaque pour indemniser, ce qui est le cas par exemple en Suisse ou en Belgique. En France, en fait, on indemnise au bénéfice du doute, puisque la stratégie, c'est de dire on indemnise peut-être un peu plus largement pour essayer d'acheter une forme de paix sociale, qui ne marche pas très bien, mais en tout cas, c'est une des stratégies qui a été pensée. 59 départements concernés, et le gros budget, c'est plutôt l'aide à la protection des troupeaux, 39 millions d'euros en 2024, qui sert principalement à payer du salaire, soit les heures supplémentaires, soit des aides bergers, soit des bergers complémentaires. Ça aide aussi à acheter les chiens, à acheter les clôtures. Mais globalement, une grosse partie, ça doit être un taux de 80% qui doit être principalement du salaire. Les constats de dommages, donc, comme j'ai dit, c'est loup non exclu. Et donc globalement, depuis 2017, on est avec quelques variations, mais on est sur le plateau qui était aux alentours de 12 000. En Europe, pour protéger les troupeaux, il y a eu 2 Europes. Il y a une Europe de laquelle en fait, le loup avait quasiment disparu, dans laquelle il n'y a pas de chien de protection, en tout cas plus d'habitude de chien de protection. Et le reste de l'Europe où il y a, vous voyez, il y a à peu près 17 races de chiens de protection qui sont recensées. Et donc forcément, dans les zones où il n'y avait pas de mesures de protection, il a fallu réapprendre. C'est pas toujours simple, ça dépend de la volonté de l'éleveur, de la volonté de son entourage, du type d'élevage, de la capacité de l'élevage à évoluer, du relief. Il y a plein de critères qui vont venir influencer la protection de troupeau. Globalement, le chien de protection est assez reconnu. Son rôle, il est éduqué au chien du troupeau. En gros, il va faire l'essuie-glace entre le troupeau et le prédateur. Son rôle, c'est vraiment de repousser le prédateur. Le patou, il a vraiment été sélectionné pour les Pyrénées et être en confrontation avec l'ours. Donc on ne cherche pas à avoir un chien qui va aller au combat, contrairement à d'autres chiens, comme le berger du Caucase par exemple, qui lui peut aller au combat. Celui-ci, vraiment, son rôle, c'est vraiment de faire l'essuie-glace. On sait qu'il permet de diminuer le stress, diminuer l'overkilling. Alors des fois, il y a des questions. Combien il faut de chiens? Ça dépend de la taille du troupeau, du système d'élevage, de la typologie des pâturages et du nombre de loups qu'il y a en face. Parce que ça joue aussi. Parce qu'on peut avoir des chiens qui sont très bons pendant 3-4 ans et puis à un moment donné qui vont se faire peur et qui après n'y arriveront plus. Les parcs de regroupement nocturnes, ça pour ceux qui font du pâturage, de la transhumance par exemple, parce qu'ils sont moins vulnérables aux attaques, le travail des chiens est facilité. L'inconvénient c'est le surpâturage, le risque d'érosion de l'alpage ou le temps de pâture qui est limité.
Est-ce qu'il existe des clôtures loup-proof? Eh bien, vous avez des clôtures qui sont comme celle-ci, qui sont pas hyper rassurantes, d'autres qui sont vachement plus rassurantes. Gallagher a mis en place, ils ont commencé à commercialiser quand même des clôtures loup-proof. À partir du moment où un industriel commence à commercialiser des choses, c'est qu'ils sont un petit peu plus sûrs d'eux, même s'il n'y a pas de 100%, il n'y a pas de 100% avec le loup. Mais disons qu'il y a des choses qui commencent à exister qui sont intéressantes. Puis la présence humaine qui permet vraiment de pouvoir compenser et aider. Ferrus a la chance de mettre en place un programme qui s'appelle Pastoralou depuis 1999 dans les Alpes, avec des très bons résultats avec la présence humaine pour limiter en fait la pression de prédation. Donc Ferrus depuis 1999, il y a le projet Entre Chiens et Loups de la part du WWF France aussi, qui est depuis 5 ans, je crois, quelque chose comme ça. La Wolf Fencing Team en Belgique qui fait à peu près la même chose, mais plutôt pour aider à faire des chantiers participatifs pour mettre en place des clôtures qui tiennent la route. Je me rends compte que je suis complètement à la bourre, mais on va y arriver. Si je dépasse d'un quart d'heure, 20 minutes, ça ira, vous ne voudrez pas trop, hein, parce qu'il reste le lynx après. Mais je vous rassure, ce sera plus efficace sur le lynx. Pourtant, j'en aurais fait plein, mais j'ai tellement envie de vous raconter plein de choses. Globalement, ce qui est important, juste, c'est que quand on parle du loup et de la cohabitation avec le loup, c'est qu'il faut imaginer que c'est un animal qui évolue dans un système agro-pastoral et qu'il y a un territoire à partager. Et que globalement, c'est pas juste le loup, c'est pas nos activités, c'est qu'il faut apprendre à partager tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est donc d'étudier le loup dans ce contexte-là, avec ce prisme-là. Parce que si on l'étudie seulement avec le prisme de la biologie, de l'écologie du loup, c'est intéressant, mais en fait, on manque toute une partie des éléments qui permettent de mieux comprendre comment ça devient compliqué. Parce que par exemple, quand on évalue, il y avait un projet qui permettait d'évaluer l'efficacité des chiens de protection, mais qui s'intéressait seulement à ce qui se passait sur le troupeau. Sauf qu'une grande partie des interactions loup et chiens de protection, elles se passent sur ce territoire qui est à partager finalement. Et donc on évaluait l'efficacité des chiens de protection que quand ils échouaient, que quand il y avait une prédation. Alors qu'en fait, le nombre de fois où ils ont poussé les loups bien en amont du troupeau, ça n'avait pas été détecté. Et donc c'est hyper intéressant de justement dézoomer pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Au début, les chiens de protection, ça mange 1 kilo de croquettes par jour, ça dort toute la journée, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout quoi. Sauf que l'apparition des caméras thermiques, ça a permis de comprendre ce qui se passe. Parce que la nuit, on va voir juste là, celle-ci, on va pas tout regarder parce que sinon on va être à la bourre, mais ça va vous montrer quelques images en fait sur des caméras thermiques. C'est le projet Canovis qui avait été porté par la fondation Jean-Marc Landry. Donc là vous avez des chiens de protection et vous avez le loup. Donc vous allez avoir des animaux qui vont avoir des interactions où ils vont se tolérer, il y a des interactions où ils vont se fighter, des interactions où ils vont jouer ensemble, parce que oui, il y a des chiens de protection qui jouent avec des loups, alors ça c'est pas très bon signe, parce que c'est-à-dire qu'ils font pas ce qu'on leur demande. Vous avez des chiens de protection qui se soumettent aux loups, qui les laissent passer pour aller au troupeau. Donc là c'est pareil, ça veut dire que c'est plus un très bon chien de protection. Par contre vous en avez, ils y vont. Et honnêtement, tu comprends que le lendemain, ils dorment une bonne partie de la journée et qu'ils mangent 1 kilo de croquettes, parce que toute la nuit, il y a des nuits complètes où en gros le loup il revient toutes les 2 heures pour essayer, voir s'il n'y a pas moyen, s'il n'y a pas une petite faille. Donc le chien il a intérêt d'être efficace. Enfin le ou les chiens. Mais ça je vous invite, si ça vous intéresse, il y a tout sur le site de la fondation de Jean-Marc Landry. Il y a plein d'interactions qui ont été filmées sur les troupeaux. Il y a au moins une ou 2 heures de vidéo pour ceux que ça intéresse. Et je vous parlais de Sébastien Corner tout à l'heure, c'est pareil, c'est juste une vidéo d'un loup qui passe à côté d'un troupeau, mais il y a le chien de protection, il y a les clôtures, le loup il passe, il ne regarde pas du tout vers le troupeau, et ça c'est ce qu'on souhaite, c'est-à-dire que le loup comprenne que finalement le troupeau va être beaucoup plus compliqué à venir challenger que d'aller chercher autre chose ailleurs. Et d'ailleurs on sait, les loups, les chiens ils le savent aussi, je ne sais pas comment ils font, mais il y a des fois où les loups ils vont passer juste en mode déplacement, et les chiens ne vont pas réagir parce qu'ils savent que là, le loup, il n'est pas en mode chasse et donc ils le laissent passer. Et quand le loup est en mode chasse, là, par contre, ils le savent. Et donc, il y a une interaction là qui va se passer qui est assez intéressante. Donc, en France, on a choisi de pouvoir intervenir sur le loup. Et donc, quand je dis intervenir, c'est pouvoir lui tirer dessus. Il y a plusieurs méthodes, tir de défense renforcé, tir de prélèvement renforcé. Bref, l'objectif, c'est de pouvoir... ce qui aurait été intéressant, c'était de conditionner ça en fait, à la mise en place de mesures de protection. Ça n'a pas été le choix des politiques. Et donc, qu'il y ait des protections ou pas, on va avoir ces tirs de défense qui peuvent aller jusqu'au tir de prélèvement renforcé. Est-ce que tuer des loups, ça aide à stopper des attaques? Alors, on avait regardé les études aux États-Unis qui étaient disponibles qui montraient que
Non, au contraire, en fait, ça déstructure les groupes et peut y avoir des reports de prédation. On a dit, ouais, mais ça, c'est en Amérique du Nord, ça n'a rien à voir avec l'Europe, donc en Europe, c'est complètement différent. Ok, bon, regardons des études en Europe qui montrent sensiblement la même chose. Oui, mais ça, c'est l'Europe, ça n'a rien à voir avec la France. Ok, bon, bah, faisons une étude en France. Ah non, on a une étude qui a été menée en France, mais dont l'ensemble des résultats n'ont pas encore été communiqués. Donc on espère qu'on les aura un jour. Ce qui est sûr, c'est que globalement, est-ce que tuer des loups, c'est efficace? Alors là, celle-ci, elle est excellente parce qu'il y avait un loup, il a été tué, il n'y a plus d'attaque derrière, donc oui, c'est efficace. Oui, je ne peux que le concevoir. Par contre, pour le reste, c'est un petit peu plus... c'est moins franc, hein, et donc on n'a pas assez de connaissances parce que les études qui ont été menées, elles prennent des critères différents, donc on compare des pommes, des poires, ça ne marche pas très bien. Ce qui est sûr, c'est que ils sont plutôt d'accord sur le fait que est-ce que mettre en place des mesures de protection peut être efficace? Ça a l'air d'être un peu plus intéressant. Ce qui veut dire que aujourd'hui, avant de penser à tirer des loups, essayons de protéger un peu mieux les troupeaux. Bon, ça je vous en ai déjà parlé, donc ce que je vous propose c'est... J'ai fait un petit jeu tout à l'heure, j'ai demandé à ChatGPT quel était finalement l'enjeu de demain pour les loups, pour essayer de vivre ensemble. Puisque vous avez compris qu'effectivement, on va passer d'une espèce qui est strictement protégée à une espèce protégée, suite effectivement à son déclassement, que depuis, je ne sais plus si c'est février ou mars, peu importe, l'État français a pris, ça devait être en février, a pris en fait 2 arrêtés pour mettre en application en fait ce déclassement, et donc favoriser finalement la tir de loup. Qu'est-ce que ça implique? Je vous épargne ces tableaux, mais ChatGPT vous fait ça, c'est assez rigolo, mais globalement, avant, pour obtenir un tir, il fallait faire une demande d'autorisation. Aujourd'hui, vous n'aurez plus besoin, dans certaines conditions, ceux qui sont dans les cercles 0 et 1, eh bien en fait, vous n'aurez plus besoin de faire de demande, ce sera déclaratif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tuer un loup qui attaque sur votre troupeau, et vous devez déclarer que vous avez tué. Le danger de ça, pour être totalement honnête et transparent, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'en fait on dit aux éleveurs, en gros, vous n'avez plus besoin de protéger vos troupeaux, enfin de mettre en place des mesures de protection, parce que dès qu'un loup arrive, vous allez pouvoir le tuer. Sauf que ça ne va pas permettre de réduire finalement les attaques avec les grosses attaques avec l'overkilling, puisque même si on tue un loup d'un secteur, il y en a un autre qui reviendra à un moment donné. Et donc en fait, si on n'essaie pas de mettre en place des mesures de protection pour vivre ensemble, en fait on ne va que décaler dans le temps le problème et répéter cette situation de il y a des attaques, c'est la catastrophe, on va tuer le loup quand on y arrive, parce que je rappelle que le loup qui était dans l'ouest de la plaine vosgienne, qui faisait entre 150 et 200 brebis par an, a sévi pendant 3-4 ans avant qu'ils arrivent à le tuer. Officiellement il a disparu, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il n'a pas disparu tout seul celui-là, mais toujours est-il que l'enjeu il est vraiment même si jamais effectivement ce sera plus facile de tirer des loups, c'est vraiment de continuer à essayer de mettre en place des mesures de protection pour vivre ensemble. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et je vais demander de me générer une petite image. Il y a la stratégie immédiate qui est effectivement de pouvoir tirer, mais la stratégie durable, c'est peut-être d'essayer de trouver un moyen de vivre ensemble. Voilà pour la partie loup. Je regarde pour me faire peur. Ouais, ça va, on est bien. On a commencé en retard, non, c'est ça? Ouais. Ok. Ce que je voulais vous montrer sur celle-là, c'est une image du lâcher en fait dans le Pfälzerwald d'Arcos, qui a été relâché en 2017. Donc là on va passer chez le lynx, puisque le lynx est revenu chez nous grâce à ce genre d'opération, en tout cas que ce soit à travers la Suisse pour revenir dans le Jura français, ou que ce soit dans les années 80 dans le massif vosgien, ou plus récemment effectivement entre 2016 et 2022 sur le côté allemand avec le Pfälzerwald, qui sont arrivés dans le but du Nord. Oui, il était pressé de retrouver la liberté, le jeune Arcos. Alors Arcos, quand il est arrivé, lui, il était déjà adulte, il était déjà dominant sur son territoire, et donc lui, il s'est dit, attends, on me lâche dans un endroit où il n'y a pas de femelle, c'est peut-être pas le bon plan ça, je vais essayer de retourner vers chez moi, parce que... globalement, pour le lynx, donc on a une dizaine de populations aussi, qui ont seulement 4 ou 5 ont un statut de conservation favorable. On est sur une espèce qui bénéficie d'un projet aujourd'hui qui s'appelle Linking Lynx, qui est un projet en fait qui vise à connecter les populations d'Europe occidentale pour que justement on puisse avoir des populations viables à long terme, puisqu'on a un essoufflement génétique au global en fait en Europe de l'Ouest,
Et donc tout l'enjeu, il est d'arriver justement à reconnecter ces populations. Aujourd'hui, globalement, donc, le problème, c'est dommage conflit en fait, entre la chasse et l'espèce, la déprédation. Et puis après, bon, ben, voilà, on a pas mal de collisions aussi pour cette espèce. On en entend beaucoup parler en France dans le massif jurassien, notamment avec le centre Athénas. Sur notre territoire aussi, on a plusieurs lynx qui sont morts d'origine anthropique depuis 4-5 ans sur le grand est de la France. Il y a eu plusieurs campagnes de réintroduction un petit peu partout en Europe. Donc, globalement, c'est une espèce à l'inverse du loup qui, lui, est revenu tout seul. Le lynx, on l'a aidé dans plein d'endroits à revenir. Donc voilà, vous avez plusieurs endroits avec une carte, c'est toujours un peu plus sympa. Je ne résiste pas au plaisir de vous partager quelques photos de 1983, puisque pendant longtemps, la réintroduction donc, a eu lieu entre 83 et 93 dans le massif vosgien. Il y a eu 8 opérations, 21 lynx qui ont été relâchés. Et les photos de 83 et 84 avaient disparu en fait, des archives de l'Office français de la biodiversité, puisque la maison dans laquelle elles étaient avait brûlé. Et l'histoire est parfois rigolote, c'est qu'un de mes amis, qui est un ami un peu plus âgé que moi, a eu la chance en fait, d'assister et de faire toutes les photos en fait, de 1983, c'est M. Jean Lavergne. Et Jean, un jour, on en discute, et puis il me dit « Ah mais attends, je crois que dans le grenier, j'ai encore les négatifs ». Et donc en fait, j'ai récupéré tous les négatifs, je me suis scanné 200 négatifs, j'ai récupéré 200 photos en fait, de la réintroduction de 83, et j'ai tout partagé avec le réseau Loup-Lynx. Mais on a récupéré toutes les photos, et donc voilà, c'était important de ne pas perdre une partie de cette histoire. Et j'ai récupéré toutes les archives de la réintro de 83. Il faut encore que je scanne parce que voilà, il y a beaucoup de documents à scanner. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu une première opération en fait en France dans le massif vosgien entre 83 et 93 qui malheureusement a été un échec principalement, on peut le dire aujourd'hui, même si certains ne seront peut-être pas d'accord, mais peu importe, je l'assume, principalement à cause du braconnage qui a clairement décimé en fait, l'espèce, et notamment on a eu un manque de reproduction, les femelles ont malheureusement été bien attrapées par les braconniers. Je pense à quelques cas majeurs comme celui d'Elisa, mais bref, c'est de l'histoire ancienne, donc aujourd'hui on va être positif, on va dire que les choses vont s'améliorer. Donc en Europe, on a affaire au lynx, mais on n'a pas un seul, on a plusieurs lynx. En Europe, il y a 3 sous-espèces. En Europe du Nord, c'est le lynx. Dans les Carpates et les populations réintroduites en Europe de l'Ouest, c'est le lynx des Carpates, c'est celui qui est présent chez nous. Et dans les Balkans, on a l'autre lynx, qui est le martinois. Voilà pour expliquer ceux qui sont présents chez nous. Le lynx, globalement, donc au niveau de la taille, il vient vraiment se situer entre le loup et le chevreuil, puis après avec le renard. Il est souvent confondu avec le chat. Alors j'ai remis cette petite page-là, elle vient d'une BD qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Patrick Vaucoulon. Et en 1983, quand les premiers lynx sont arrivés, c'est le WWF qui achetait les lynx en fait, à la Slovaquie. Et comme l'arrêté a mis un petit peu de temps à arriver pour que les animaux soient rapatriés, il n'y avait plus de budget. Et donc Patrick qui avait fait la BD en fait ne s'est pas fait payer pour faire cette BD, et tout l'argent qu'ils avaient récolté pour la BD a permis d'acheter les premiers lynx. Donc c'est une petite histoire de l'histoire, mais je trouve que c'est bien des fois de rappeler ce genre d'histoires qui font que c'est aussi un engagement de personnes pour le retour de ces animaux. Globalement, différence entre le lynx et le chat forestier, vous voyez, des éléments du réseau Loup-Lynx de l'Office français de la biodiversité. Le lynx, il a aussi un pelage qui peut être différent. On a des pelages à spot, on a des pelages qui sont plutôt osselés. Chaque lynx a un pelage unique. Ce qui fait que quand il y a des chemins qui sont connus entre guillemets de lynx, il y a des pièges photos de chaque côté, puisque ça va permettre de prendre en fait son pelage et en fait avec un logiciel de savoir qui est qui, puisque vraiment c'est une carte d'identité. Période de reproduction février-mars, ils se mettent en quête d'un partenaire, ça vocalise, ils mettent des phéromones partout, ils arrivent à se trouver, ils passent quelques jours ensemble, ils passent du bon temps. Voilà, ils vont passer pas mal de temps ensemble, se faire des câlins, se faire voilà, d'autres petites choses. Donc 68 à 70 jours après, on aura effectivement une mise bas qui aura lieu fin mai, début juin, à 4 petits. Ils vont faire 250 à 350 grammes. Ça, c'est les premiers lynx qui sont nés en fait en Moselle, sur la partie nord de notre département. Et donc voilà, c'était cool de revoir dans les Vosges du Nord des lynx naître en 2021, parce que depuis, il y en a eu tous les ans.
Donc une mise bas qui a lieu soit dans une petite combe, dans une tanière, un endroit un peu tranquille, un tas de bois, une souche, voilà, pour que la femelle elle puisse s'occuper de ses petits. Des jeunes qui resteront avec elle à peu près vers l'âge de 10 mois. Il y a une seule phase en général qui a lieu 10 mois après, en fait, sur le mois plutôt de mars en général, puisque la femelle elle a la nouvelle portée qui va arriver, donc elle vire les autres et puis elle s'occupe de la nouvelle portée. Dispersion en taches d'huile, donc c'est-à-dire que là, ils vont plutôt, à l'inverse du loup qui part dans tous les sens, eux vont vraiment rester sur les territoires adjacents. Alors ça, c'est ce qu'on disait pendant très longtemps, on s'est juste rendu compte qu'il y a une petite nuance, c'est que les femelles restent autour, par contre les mâles peuvent aller plus loin et après revenir sur la population, parce qu'en fait, s'ils restent trop au bord, ils vont se faire casser la figure par les mâles dominants des territoires, donc ils ont tendance à partir, et quand ils se sentent un peu plus en force, ils reviennent challenger en fait, les propriétaires des territoires, on va dire. Domaine temporaire sur plusieurs mois et domaine définitif après la première reproduction, ça c'est équivalent. Il peut faire des grands parcours aussi sur certains individus, mais là c'est des mâles à chaque fois. Talo, qui était un jeune mâle, qui lui s'est baladé un peu partout et qui sera mort d'une collision routière. Et Arcos, qui est passé des Vosges du Nord aux Vosges centrales, il y avait ce qu'on appelait le syndrome de homing, c'est-à-dire que lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un mâle dominant sur son territoire, il y avait son territoire regroupé peut-être 1 ou 2 ou voire 3 territoires de femelles, on l'a mis dans un endroit où il n'y avait pas de femelles, il a dit non mais ça va pas, moi je reste pas là, je retourne à la maison, et il s'est retrouvé coincé en fait dans les Vosges moyennes, et voilà, il est toujours dans ces zones-là. C'est un animal qui aime vivre en milieu forestier, vraiment il s'adapte à tout type de boisement, que ce soit du feuillu, du conifère, mix exploité ou pas, enfin voilà, il exploite le milieu forestier. Milieu qui doit être assez hétérogène avec voilà, des rochers, des branches, enfin voilà, toute une série de zones où il y a des cachettes potentielles pour lui. Le critère, ça va être l'abondance de proie, c'est important pour lui. Des zones de chasse, il aime bien les zones de lisière, ces zones en fait d'interface entre la lisière de la forêt et la prairie, dans laquelle il va pouvoir surprendre ses proies, notamment chamois ou chevreuil. Il a besoin de corridors écologiques, c'est une espèce qui est un peu moins habile que le loup pour traverser en fait les zones anthropiques, même s'il y arrive quand même, mais c'est quand même assez plus compliqué pour lui. Domaine vital qui va entre 100 et 400 km². Pendant longtemps, on pensait qu'il y avait un lynx pour 100 km², ce qui fait que dans le massif vosgien, on avait surestimé la population, parce qu'on disait, il y a par exemple, je sais pas moi, il y a des lynx qui ont été vus sur 400 km², ça veut dire qu'il y a 4 lynx. Sauf qu'après, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des mâles qui avaient des territoires de 400 km². Donc au lieu de 4 individus, on n'en avait qu'un. Tout de suite, c'est pas tout à fait la même. Donc on a fait un animal qui est solitaire et territorial. Son territoire va varier en fonction du sexe, de l'âge, de la saison, de la ressource disponible. Globalement, on a une organisation spatiale qui est assez stable au fil des ans et qui reste, comme on a dit, à proximité de ses congénères. Et le territoire, il va varier, si on prend le rut, par exemple, le territoire, vous voyez, il va extrêmement exploser, et puis après, il va descendre au fur et à mesure de la saison, parce que le mâle, là, il est en recherche de femelles, donc il doit faire le territoire, enfin, il fait le tour de tous ces territoires. Et c'est pareil, la femelle peut avoir un territoire qui va être variable, et d'un seul coup, il va chuter, parce que quand c'est la période de naissance, ça va rester sur une toute petite zone pour pouvoir s'occuper de ses jeunes. Et puis après, ça va grandir au fur et à mesure. Mais tout ça pour dire que quand on donne des moyennes de taille de territoire, il faut bien prendre en compte que ça va varier en fonction de plein de choses. Et donc parfois, forcément, on vous donne des moyennes, mais il faut toujours prendre un peu de recul et se dire que ce qu'on vous dit peut être un peu complexe ou un peu plus... c'est difficile de rentrer dans tous les détails à chaque fois, et donc on vous donne des ordres de grandeur, mais ça ne veut pas dire que des fois, quand on va vous présenter quelque chose qui est différent, c'est forcément faux. Globalement, si on retient les domaines vitaux, il n'y a pas de chevauchement sur les individus du même sexe, ou peu de chevauchement, et que pour les individus qui ne sont pas de même sexe, là il y a des chevauchements qui sont possibles sans trop de difficulté. Et on a aussi souvent un lien de parenté mère-fille qui fait qu'il y a des chevauchements de territoire qui sont assez acceptés quand la population, quand la structuration de la population le permet. Donc voilà, ça donne à peu près ce genre de carte des fois où on va avoir un mâle qui va avoir un territoire plus grand. Là, je vous ai dit que normalement les territoires de mâles ne se chevauchent pas, sauf que quand vous avez des fois des très grands mâles, enfin des mâles qui ont des très grands territoires, qui sont très dominants, parce qu'il va absolument aller chercher une autre femelle qui pourrait être par là, et bien des fois vous avez des chevauchements comme ça qui peuvent se produire. On a donc un carnivore qui, pareil, doit disposer de ressources abondantes accessibles toute l'année. C'est à peu près 60 ongulés de taille moyenne par an, chevreuil, des jeunes cerfs, du chamois. C'est un carnivore strict mais opportuniste. Et ce qu'on sait, c'est que globalement, il prélève entre 3 à 6% d'une population de chevreuils
et de chamois sur son territoire, sur à peu près 100 km². Ce qui veut dire que quand vous rapportez ça à ce que les prélèvements en lot de chasse peuvent aller, c'est quoi, une 30-35%, je ne sais plus, ça dépend des secteurs, mais ça va être dans ces eaux-là. Et donc, voilà, normalement, il y a la place pour les deux. Dans le Jura, ça pouvait aller, oui, dans certaines années, jusqu'à 10%. Je m'étais amusé à calculer dans le massif vosgien, voir si, ou dans le massif jurassien, si depuis l'arrivée du loup dans le Jura ou dans les Vosges, il y avait eu des baisses des prélèvements de la chasse sur le chevreuil et sur le chamois. Hormis quelques années particulières avec la kératoconjonctivite, on avait de toute façon des prélèvements qui étaient exponentiels jusque dans les années 2020. Mode de chasse plutôt à l'approche. On a souvent décrit le lynx comme étant un animal qui se mettait à l'affût sur une branche, qui attendait qu'un animal passe en dessous pour lui sauter dessus et lui ouvrir, bien entendu, la boîte crânienne avec ses griffes, parce qu'on l'appelait le cervier avant, parce que, bien entendu, il mangeait la cervelle des proies qu'il consommait. C'est un animal qui vraiment plutôt faire de l'approche, déclencher, déclencher quelques grands bonds pour essayer de sauter sur sa proie. Il a un handicap physique majeur, c'est qu'il a un cœur qui est assez petit, ce qui fait qu'il va pouvoir être un sprinter, mais ça ne va pas du tout être un coureur de fond. Donc très rapidement, il va pouvoir s'essouffler. C'est un petit peu, ça remonte à quelques années, mais l'âge de glace avec Diego le tigre à dents de sabre qui court après une antilope là, et qui se fait un peu chambrer parce qu'il s'essouffle et qu'il n'arrive pas à l'avoir, c'est la même chose. Et donc globalement, ce qu'on voit, c'est que quand il cherche à attraper des proies, quand il est à moins de 100 mètres de sa proie, ça devient compliqué. 50 mètres, c'est compliqué, c'est vraiment efficace. Il essaie de s'approcher à moins de 20 mètres de sa proie, quoi. Donc vraiment, on a affaire à une espèce qui doit vraiment réaliser une approche pour surprendre sa proie. Et après, quand il a réussi à surprendre sa proie, on a déjà vu des brocards assez costauds, des mâles chevreuils qui arrivent justement à s'extirper des griffes du lynx et qui après se mettent quelques mètres plus loin, vont aboyer et puis le lynx il est assis, de toute façon il peut pas renclencher, il n'y arrivera pas. Donc, voilà. Puis à l'inverse, après il y a des fois il arrive à rouler boulet avec et s'il arrive en s'accrochant avec ses griffes, s'il arrive à rouler boulet, en fait il arrive à accéder à la gorge et là, après il va étouffer sa proie. Sur notre territoire, globalement, on a une population qui est répartie sur ce qu'on appelle plutôt des massifs, même si massif, il y a des zones qui sont plus en massif, mais bon, c'est de façon confortable, on parle de massif. Et donc il y a le massif alpin, massif jurassien, massif vosgien, massif central, puis des massifs intermédiaires. On a affaire à une espèce qui, globalement en France, est plutôt stable, même si en Moselle, ces dernières années, on a eu une augmentation parce que, avec les individus issus des réintroductions faites en Allemagne, en fait, on a des individus qui sont apparus. On est passé dans les Vosges du Nord il y a 15 ans à 0 individu, à aujourd'hui, il y a une dizaine d'individus. Donc forcément, ça a changé, plutôt 10 sur l'ensemble des Vosges. Les densités en France, elles sont toujours aux alentours de entre 0,80 et 1,2, voire 1,9 dans certaines périodes de l'année, lynx pour 100 km². Donc à une époque, il y avait des gens qui évoquaient le fait qu'il y avait de plus en plus de lynx, que c'est des animaux qui commençaient à s'empiler et devenaient compliqués. En tout cas, les études menées en France montrent qu'on reste sur des ordres de grandeur connus sur cette espèce en Europe. Globalement, c'est une espèce qui est gérée de façon létale ou non. Il y a toujours des pays où il peut être tiré. Il y a des translocations d'individus qui viennent du milieu naturel ou des individus réintroduits de captivité. C'est le cas notamment dans le projet Linking Lynx avec des protocoles très particuliers pour relâcher les lynx. On a dans certaines zones en fait une dépendance des gloutons en fait aux lynx où ils viennent piquer la nourriture des lynx. Enfin bref, ils sont pas toujours sympas entre eux. Les déprédations elles sont gérées soit par de la prévention, des compensations, il y a de l'éducation à l'environnement. C'est une espèce qui a des problèmes mineurs en comparaison avec les autres grands carnivores en fait sur le territoire européen et ça se voit aussi avec le nombre de projets LIFE qui a été beaucoup plus restreint que ce qu'il y avait en fait sur l'ours, sur le loup. Quels enjeux pour demain? Vous avez peut-être entendu parler, en décembre 2024, il y a eu le retour en fait, d'une expertise scientifique collective sur la viabilité des populations de lynx en France qui dit qu'en gros, génétiquement, c'est la cata, si je devais résumer, que l'enjeu principal va être de ramener du sang neuf pour ramener de la diversité génétique et donner une bouffée d'oxygène à cette population. Et donc, c'était il y a 22 heures, un petit peu plus que tout à l'heure ça. Mais globalement, le plan national d'action, le précédent plan national d'action excluait tout renforcement de population potentielle. Et ce qu'on sait, c'est que le prochain plan, le plan national d'action sur le lynx devra de toute façon intégrer
eh bien, du renforcement de population au regard de cette expertise génétique qui montre que de toute façon, la population en a besoin. Je ne vous cache pas que très clairement, les associations vont faire tout ce qu'elles peuvent de toute façon pour pousser de ce côté-là. Ce sera quelque chose qui devra être concerté, puisque en 1983, quand on a lâché les premiers lynx, ils ont été lâchés juste avant la dernière concertation avec le monde de la chasse notamment, ce qui n'a pas été très bien vécu à l'époque. Et donc on devra mieux le préparer pour essayer de mieux l'accompagner, pour éviter que ceci se produise, puisqu'on va finir avec quelques images eh bien, de Vincent Munier. Vous avez peut-être déjà vu, mais je vous invite à en profiter.
Alors même si ça a quelques années, malheureusement, les actualités d'année en année se répètent sur cet animal qui fait l'objet de tirer l'ego. Et donc, espérons que les mentalités changeront. Essayons d'être positifs. Toujours est-il que, même si on relâche des lynx demain pour qu'ils soient tués de façon illégale, ça veut dire qu'on aura raté bien toute une série de choses. Donc on a tout intérêt aussi à continuer, à échanger avec les personnes que cette présence peut déranger. Je vais finir sur tout ça. J'espère que j'ai dépassé un tout petit peu le temps, mais j'ai bien rushé sur la fin sur le lynx, donc je m'en excuse un peu. J'espère que le loup et le lynx auront un peu moins de secrets pour vous après cette soirée. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, en tout cas d'essayer. Merci à vous en tout cas. Merci.